à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Le PIF, c'est du 17 au 22 novembre au Grand Rex à Paris et il est donc temps de faire un point sur la programmation de cette 5e édition avec Fausto. Bonsoir, bonjour, tout ce que vous voulez. Cyril. De même. Et Xavier. Enchanté. Et bien sûr, comme d'habitude, Jérôme derrière les manettes. Tu pourrais dire quelque chose quand même, non? On n'entend rien. Voilà. Et Laurent n'est pas là parce qu'il a oublié qu'il y avait le podcast. Désolé Laurent. On pourrait l'imiter, cela dit. Hein. Oui, c'est très très bien. C'est très bien fait. Bon, du coup, Fausto et Cyril, vous êtes super bien placés pour nous parler de la programmation puisque... Bah, on n'est pas loin en tout cas, on est peut-être à 1 mètre, je pense. Voilà, l'autre. C'est vous qui la choisissez chaque année. Donc, déjà, vous pouvez juste peut-être dire un petit mot sur comment chaque année vous choisissez les films pour le PIF et quel est un peu le... Vas-y, fais-le, commence. Alors, il était une fois. Non, en fait, ça se passe en 2 temps. Fausto demande, je trouve, on regarde et on choisit. C'est comme ça se passe. En gros, Fausto, de par son travail de rédacteur en chef de Mad Movies, il a l'occasion en fait, de voir tout ce qui se fait. Et il est beaucoup plus à la recherche sur Internet de tout ce qui se fait, des nouveautés, des sorties et tout. Donc souvent, il repère des trucs, il me dit tiens, ça c'est pas mal, essaie de te renseigner là-dessus. Et donc, moi, je pars à la recherche des droits, des ayants droit, surtout d'avoir un moyen de voir le film en question. Dès qu'on est là, on le récupère, on le regarde et puis on voit si ça colle ou pas. Je suis la canne, il est l'hameçon. Voilà. C'est beau. Et qui est le verre? Qui est la part? Alors là, je sais pas, enfin qu'on décide, mais... Voilà, il y a ça, il y a aussi il y a des lieux, des moments dans l'année où on peut justement voir des films plein sans qu'on ait besoin d'aller les demander. C'est des marchés, c'est-à-dire Cannes par exemple. Il faut savoir que Cannes, il y a la sélection officielle, donc on fait aussi notre marché. La preuve, c'est la clôture de cette année. Mais il y a aussi ce qu'on appelle en dessous le marché du film. C'est en fait, pendant que les gens s'amusent, il y a le strass et les paillettes, et il y a des films tout pourris qui passent dans plein de salles de Cannes. Et nous, on se les enquille. On se tape une centaine de films là-bas pour essayer d'en sortir 3, 4 de potables. Voilà. Puis il y a aussi Cannes, donc Cannes Sitges, qui n'est pas un marché, mais qui est un énorme festival pour le fantastique qui a lieu en Espagne en octobre, où il y a sur 10 jours 180 films à peu près qui sont projetés. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous fait dire à chaque fois quand vous voyez un film, celui-là, il est pour le PIF? C'est une excellente question. C'est l'inverse plutôt en fait. Celui-là, il est pas pour le PIF en fait. En tout cas, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là, de dire celui-là on n'en veut pas, plutôt que de dire celui-ci on en veut quoi. Non, je pense que ça colle à la vision qu'on a depuis le départ, quoi, à savoir proposer des films qui sont des films de genre évidemment, mais qui en même temps proposent quelque chose d'un peu différent dans le genre qu'ils illustrent, quoi. C'est ce que je pense. Je pense qu'on a réussi à atteindre ça cette année, peut-être de manière plus concrète que les autres années. Je suis pas du tout en train de. On a assez faire quand même. Vraiment. Je pense que cette année, chaque film a sa particularité et chaque film a vraiment quelque chose d'assez particulier en fait dans le genre qu'il illustre, pour me répéter un peu quoi. Et chaque film a son truc et je pense que c'est assez cohérent. Donc ouais, on est plutôt fiers en fait de cette sélection là. Ça veut pas dire que les sélections d'avant n'étaient pas bien, mais après ouais, faut pas se leurrer non plus. Il y a plein de films qu'on a voulu les années précédentes qu'on n'a pas pu avoir pour des raisons diverses et variées. Cette année aussi d'ailleurs. Voilà, cette année aussi. Donc parfois t'es obligé de faire des choix par défaut. Le choix du moins pire, c'est arrivé. Heureusement, c'est quand même très très rare dans la globalité, dans la totalité d'une sélection. Mais là, je trouve que cette année, en fait. Finalement, on a eu assez peu de compromis à faire. Alors, on a discuté, on s'est pris la tête sur certains films. C'est normal, c'est sain, par ailleurs, d'être dans ce type de config-là, quoi. Mais dans l'ensemble, je trouve que tout se tient et que ça colle à l'envie qu'on a de parler, enfin, de montrer ce qu'est le fantastique dans sa plus grande diversité en fait quoi. Et de façon très terre à terre en fait quand on voit un film chacun on essaie de pas voir les mêmes films comme ça on essaie de brasser plus de films sauf ceux qu'on aime quoi. C'est ça que j'ai dit en fait, et quand on aime vraiment un film à ce moment-là on dit à l'autre tiens ça j'ai bien aimé, regarde-le. S'il plaît aux deux, tout de suite il est sélectionné. S'il plaît qu'à un des deux, on le met de côté. Et à la fin, si on a que des films qu'on a aimés tous les deux, ils sont là. Et sinon on peut piocher dans les films qu'un seul des deux a aimé. Cette année, il y a quasiment que des films qu'on a aimés tous les deux. Je crois. C'était pas forcément le cas des autres années, quoi. Mais oui, après on peut les aimer à des degrés différents. C'est que des fois tu me dis ça, je
je suis pas fan, voilà, mais bien sûr pourquoi tu kiffes et bien sûr. Et puis après, en plus, on se pose aussi la question du plaisir que les spectateurs pourraient tirer devant tel ou tel film. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus être dans une espèce de position totalement égoïste, et il faut être capable en fait de se mettre à la place du public et de projeter les attentes d'un autre type de spectateur que soi-même, pour pouvoir tout simplement anticiper et proposer des films qui, même si parfois il n'entrerait pas forcément dans notre panthéon personnel, en tout cas ils pourraient avoir leur place dans le panthéon d'autres spectateurs, et ça faut y penser, quoi. Et sachant que comme c'est une bonne part de films récents, on a des rétrospectives mais voilà récents, et ben voilà, les films qu'on passe, c'est pas forcément des films qui resteront peut-être dans les annales du cinéma fantastique. En tout cas, à l'instant T où on les a vus, nous on les trouve intéressants par rapport à ce que ça raconte sur l'époque. Voilà, donc on n'a pas tous les ans 40 chefs-d'œuvre. Voilà, il faut passer avec des films qui sont plus normaux, on va dire, quoi, des plus classiques, mais qui sont quand même des films qui font le job, qui représentent bien. Cette année, franchement, je trouve qu'on a que des bonnes choses, quoi. Justement, on va peut-être en parler de ces films. Non, c'est bon, on va chier, on est sur le site web. Allez, fin du on va peut-être commencer par parler des 8 films qui sont en compétition et pour lesquels le public pourra voter, puisqu'au PIF, c'est le public qui vote, n'est-ce pas ? Ouais, démocratie. Alors le premier, peut-être, on va prendre dans l'ordre de la programmation, je sais pas. Je m'y colle pour le premier parce que c'est un peu un de mes chouchous. Alors c'est le film le plus fauché de la sélection, c'est certain. Ça, je pense que Fausto, tu me contrediras. Ah oui, assurément. Mais j'ai pris un panard d'enfer du début à la fin. Et surtout raconte le pitch. Alors le pitch, oui. Alors c'est une jeune dame qui vient de prendre possession d'un appartement, elle aménage et tout, elle met son petit rideau de douche dans la salle de bain, elle part faire je sais pas trop quoi, elle revient, il n'y a plus de rideau de douche, tiens c'est bizarre et tout, elle en met un, puis elle repart, il n'y a plus de rideau de douche. Non, elle se dit il y a quelque chose qui se passe, donc elle met sa petite caméra de son iPhone dans la salle de bain, elle met le rideau de douche, elle ferme la porte, elle revient, il n'y a plus de rideau de douche, elle regarde la vidéo et là le rideau de douche en fait est aspiré dans une sorte de trou dans le mur et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout, quoi. Donc elle en parle à un collègue. Et du coup, ils décident de faire une théorie. Donc, ils vont écrire un numéro de téléphone sur le rideau de douche. Et puis, il va partir. Puis, ils vont essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe quand ce rideau de douche part. Où ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, ça va super loin. Moi, ça me fait penser beaucoup au cinéma de Frankenheimer, aussi dans la mise en scène au début de Sam Raimi. Voilà, il y a quelque chose, je pense, à ce gars-là. Là, bon, c'est un film indé. Ça a été kickstarté. C'est un peu comme pour le jeu vidéo. C'est des genres de cinéma qui arrivent à apparaître maintenant, qui peut apparaître dans les festivals. Et moi j'ai beaucoup de sympathie, voire même je trouve ça vraiment mortel, et voire même de l'amour, mais je pense que ce réalisateur là, s'il lui donne plus de moyens, il a quelque chose, il a un sens du rythme, du comique et tout, les dialogues font mouche, les acteurs sont bien, enfin il y a vraiment, le seul défaut du film, c'est la thune en gros, quoi. Ouais, et encore, moi je trouve que ça participe à l'affection qu'on peut avoir pour le film. C'est-à-dire que les premiers films d'animateur, ils étaient pas forcément. Ouais, puis c'était fauché, quoi. Carrément, c'est typiquement le genre ça donne beaucoup pour l'ambiance en plus. Carrément, ouais. Puis le côté un peu tournage guérilla comme ça dans les rues de New York, même si la ville n'a pas une place déterminante comme elle peut avoir une place chez Frankenheimer, quoi. Mais c'est typiquement le genre de film, s'il avait été fait dans les années 80, peut-être qu'aujourd'hui ce serait une espèce de petit culte classique comme disaient les ricains, quoi. Enfin je sais pas. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a peu fait de festival. Il a fait le Fright Fest à Londres où il a été vu pour la première fois. Là il a fait le Beyond Film Fest à LA. Il n'a pas été à Sitges, donc à ma grande surprise. Et du coup, c'est cool de pouvoir le montrer une nouvelle fois en Europe. Parce que, voilà, ce short film, je pense que dans quelques années, on dira, ouais, Curtain, c'était quand même cool et tout, c'était sympa. Enfin, là, il y a quelque chose qui se dégage du film de la série. Mais par contre, c'est vraiment le film le plus indé qu'on a ici. Ouais, mais c'est important parce que chaque année, on a quand même un film indé, un petit peu. On a eu Battery, on a eu Bad Boy Lover Boys l'année dernière. Voilà, on a souvent des films indés. On se refuse pas l'idée de dire voilà c'est pas parce que c'est pas produit par une grosse boîte que c'est un gros truc avec un casting et tout est possible, on peut passer tous les films. On avait passé aussi Timelapse l'année dernière, voilà, qui est aussi un film indé. Voilà, on a adoré, moi. Voilà, on se refuse rien, t'as adoré, on se refuse rien tant que c'est les films tant qu'ils nous plaisent, voilà, qu'importe comment ils les ont fait. C'est aussi d'ailleurs le leitmotiv de la compétition court-métrage. D'autres festivals refusent des courts-métrages qui ne sont pas produits par des boîtes de prod. Nous en fait tout le monde qui a fait un court-métrage peut le soumettre et s'il nous plaît, on le prend. Ouais, puis ça participe à notre envie de montrer le cinéma fantastique dans tout ce qu'il peut proposer, qu'il soit fauché ou plus tuné, quoi, en fait. Suivant, Blind Sun. Lequel de vous deux a envie de le défendre? On a découvert le film tous les deux ensemble lors d'une projection tout à fait privée, donc on a été vraiment ultra honorés d'être invités pour le voir. Film de Joyce Nashawati. Joyce.
film Parce français. que t'avais dit Josh en fait, alors c'est juste parce que c'est une Non, fille alors, mais c'est Joyce. C'est un film Franco-grec. grec, français un petit peu. c'est un film qui fonctionne par un système de coproduction. La base est vraiment Grèce. Mais grec, voilà. Il est plus grec qu'autre chose, mais il y a un peu de français dedans. D'ailleurs, dans la langue aussi, dans le film, il est un peu français, un peu grec, un peu anglais. Alors, en revanche, je sais pas en termes de personnalité si c'est compliqué de lui trouver, comment dirais-je, une personnalité qui découle de sa nationalité, voilà, pour être un peu plus clair. La réalisatrice est libanaise, elle vit en Paris, donc c'est vrai que c'est un peu curieux. Quoi. Et donc ça se passe en Grèce, c'est ça? Ça se passe en Grèce et alors c'est marrant parce que en fait le film quand on l'a découvert, moi je pensais pas trop voir ça et d'ailleurs le film n'est pas trop vendu là-dessus, mais pour moi c'est un film d'anticipation. Clairement, sauf que c'est une anticipation qui n'est pas extrêmement lointaine. Ouais, c'est assez proche. C'est tout à fait proche. C'est ce qui rend le film assez terrifiant par ailleurs. Et en gros, pour le pitcher, on suit en fait un immigré taciturne qui doit garder une villa luxueuse de riches Français qui partent en vacances. Et donc, il a ses papiers, tout ça, etc. Pourtant, ça va pas lui empêcher d'avoir quelques galères sur le sol grec. Et en fait, quand il arrive en Grèce, il y a une canicule qui s'abat sur tout le pays. Il y a une pénurie d'eau. L'eau est même gérée et rationnée en fait par, je sais pas, une espèce de multinationale ou une espèce de. Il y a quelque chose d'assez curieux qui se passe en fait dans le film. C'est jamais trop développé. Il y a des zones d'ombre, mais ce sont des zones d'ombre qui sont assez stimulantes. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de finalement reconstituer un petit peu soi-même le puzzle scénaristique. Non pas que le film ne soit pas écrit, mais il y a toute une partie en fait, tout un contexte qui est assez mystérieux. Et ça enrichit vachement le propos, je trouve. Et du coup, de cette mission de gardiennage tout à fait standard et pas particulièrement flippante, va découler une espèce de parano, c'est-à-dire que le personnage, justement de par la canicule, de par cette espèce de souffrance, le manque d'eau, tout ça, etc., va commencer à avoir des hallucinations et il va commencer un petit peu à errer. Donc c'est un peu une espèce de film déambulatoire comme ça, mais ce qui est assez intense en fait, c'est la sensation de chaleur qui se dégage, quoi. C'est-à-dire que pour en avoir un petit peu parlé avec la réalisatrice après, c'était vraiment ce qu'elle voulait, c'était que le spectateur en fait ressente la canicule et sente limite le soleil taper en fait, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. On est vraiment avec ce gars, on a l'impression que le soleil nous tape sur la gueule, on a chaud, on a soif, et en même temps on vit en parallèle le même sentiment de paranoïa que lui est en train d'expérimenter dans l'histoire. Donc c'est un premier film. C'est pas une inconnue tout à fait. Enfin, c'est une inconnue du grand public, oui, mais en revanche. Voilà. D'ailleurs, elle sera présente, c'est ça? Elle sera présente, ouais. Voilà. Elle a fait des courts-métrages avant. Elle avait été récompensée à Gérardmer pour La Morsure en 2010, je me souviens. Elle avait eu le prix du meilleur court-métrage. Moi, à titre personnel, je la suis depuis un petit moment. J'avais passé son tout premier court-métrage en 2009. Le Parasol? À l'Initiation Collective qui s'appelait à l'époque Étrange Festival de Lyon. On avait passé le Parasol et tout. Donc c'est quelqu'un qu'on suit depuis un petit moment, que je ne connaissais pas à l'époque personnellement, que j'ai rencontré plus tard et tout. Et voir son premier long, c'était intéressant, et du coup, finalement, ça a été une bonne surprise, quoi. Et son dernier court, qui s'appelait La Permission, était aussi super intéressant. Et ce sont toujours des films qui, pour moi, ce sont de purs films de genre, mais qui ne jouent pas justement l'évidence et la carte un petit peu facile de l'appartenance, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est des films comme ça qui naviguent et qui justement dans leur côté un petit peu inclassable sont assez fascinants, quoi. Ok. Suivant, Some Kind of Hate. Vas-y, Fausto. Oh, vas-y, Fausto. C'est du fantôme, là, c'est ça? Des fantômes. Des fantômes? Non, c'est un. Si, il y a du fantôme. Alors, pour le coup, c'est vraiment l'originalité du film, c'est justement son fantôme. Some Kind of Hate. Alors, c'est marrant. Moi, je l'ai vu comme une espèce de It Follows bis. Ah. Tu fais envie, là. Ouais, mais alors, c'est pas, je voudrais pas survendre le film quand même, mais il y a ce côté un peu un It Follows qui serait en fait plus radical, moins arty, forcément moins beau, forcément moins poétique, mais il y a cette espèce d'idée de jeune en vase clos comme ça et de menaces surnaturelles qui là en l'occurrence est un fantôme, le fantôme d'une jeune fille
qui a été persécuté et qui vient en fait faire payer en fait le prix de comment dirais-je de son harcèlement à des jeunes pas très sympathiques. Voilà. Et c'est très très violent. Je trouve que les scènes gore sont particulièrement impressionnantes, assez inventives. Et c'est bien, je trouve que ça dépoussière un petit peu ça dépoussière le slasher, ça le révolutionne pas en tout cas, mais ça apporte, on va dire, un petit truc un peu nouveau, quoi. Notamment dans ce côté surnaturel, dans le côté fantomatique, et surtout dans le fait que, ce qui est assez intéressant, c'est que les victimes, en fait, parlent avec leur bourreau, quoi. C'est assez rare, en fait, mais parfois il y a des espèces de dialogues comme ça qui sont assez surréalistes entre le boogeyman qui est cette espèce qui est cette fille fantôme, et puis les jeunes, donc c'est assez intéressant, ouais. C'est intéressant. Évolution de Lucille, je vous dis, laisse dire le nom de famille. J'arrive à le dire, je crois. Adi Halilovic, si on veut le prononcer correctement. Lucille qui sera d'ailleurs présente pour présenter le film, qui est dans un truc qu'on apprécie beaucoup. Son premier long, dans le sens, dans la durée, qui était Innocence, est un petit bijou, un des peut-être 10 meilleurs films français de ces dernières années, quoi. C'était quoi son premier film ? Elle avait fait La bouche de Jean-Pierre avant, qui est un moyen métrage, et donc là, Innocence, c'est vraiment son premier long, on va dire, quoi. Donc voilà. C'est Évolution. Voilà, Évolution, donc maintenant. Innocence, c'est son premier. Il y a eu La bouche de Jean-Pierre, okay, qui était un moyen, Innocence, il y a 11 ans, qui était son premier long, et donc là, maintenant, Évolution. Et voilà, c'est quelqu'un de précieux dans le cinéma français, donc on est content qu'elle revienne. Oui, on l'avait invitée à la première édition. Elle était dans le jury de la première édition. Elle était dans le jury de la toute première édition. Elle a fait partie des personnes qui ont cru en nous quelque part et qui se sont dit ouais, allons-y. Et dont ce festival. Et c'était très chouette. Et donc on aime son cinéma. Ce film-là, c'est un bijou. Enfin moi, j'ai été en extase de A à Z en le voyant, quoi. J'ai même le premier plan par lequel j'étais là en train de me dire mais suis vraiment au cinéma, le premier plan est assez dingue. Et ce qui se passe de bien pour elle, c'est que le film, en fait, a des excellents retours partout où il passe. Il a gagné des prix à San Sébastien, à Toronto, et beaucoup de gens ont dit que c'était le meilleur film de la sélection cette année. Enfin voilà, c'est un film qui du coup a fait beaucoup parler de lui, et c'est mérité parce c'est un film de SF. Avec des décors assez dingues, tourné aux Canaries, des plages de sable noir, des bâtiments abandonnés. Enfin, c'est des passages, je ne peux pas trop spoiler, mais des passages assez dérangeants. C'est compliqué de raconter le film. Vu que là, on est dans du pur cinéma sensitif. Il y a la bande-annonce sur le site. Moi, j'avoue, c'est un extrait en fait. C'est juste un extrait, mais c'est un extrait uniquement. Mais le film est dingue et je sais bien qu'on laisse des personnes comme Lucille aller au bout de ses idées, de ses envies et de. Après, à quel prix ? Parce que la pauvre, c'est pas comme si elle tournait chaque année. Donc c'est toujours ça ira au moins 10 fois plus vite cette fois-ci pour trouver le temps de faire un nouveau film, parce que vraiment c'est quelqu'un de précieux, quelqu'un qui a un regard, qui a une poésie, qui a un don fou pour la mise en scène, parce que le film est assez dingue, il y a des choix artistiques et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui pense à 100% son film dans tous les aspects. C'est pas de la réalisation paresseuse qu'on a des fois. Ça, c'est pas du Noémie Lovski par exemple. C'est quelqu'un qui, son film est réfléchi, et donne, c'est dingue. Ah oui, une pleine maîtrise, je pense, de son univers, de ses outils. Et c'est vrai on peut dire ce qu'on veut, ça rend absolument pas justice à la puissance visuelle du film, quoi. Donc je pense que la meilleure façon de prendre sa claque, c'est de venir et de voir le film, et puis de la rencontrer et de discuter avec elle, parce qu'elle sera là pour le Q&A et puis présentation film après, quoi. Ensuite, on a Der Nachtmar. J'ai fait espagnol, désolé. Bon, j'ai fait italien, mais bon, c'était Pays de l'Axe, donc. Le cauchemar. Le cauchemar, ouais. Le cauchemar. Alors c'est un drôle de film, déjà drôle de réalisateur, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui vient du cinéma à l'origine, c'est quelqu'un qui vient de la scène art contemporain. Donc c'est un peintre, plasticien, c'est plutôt un touche-à-tout, mais en tout cas ses œuvres sont assez spectaculaires. Il a un site acquise. Je vous conseille d'aller le voir pour mesurer un petit peu à quel point le mec, a du talent, et 2, est assez barré et tout à fait raccord avec notre univers au pif. Et là, Der Nachtmar, c'est un petit film. Moi, j'en ai entendu parler un petit peu en amont, et puis après j'ai vu qu'il avait été pris à Locarno. J'ai trouvé ça assez surprenant quand même, qu'un festival assez
aussi prestigieux, c'est un festival A et souvent propre en fait, même dans ses choix. C'est pas du tout un reproche. Ça m'a étonné qu'ils choisissent ce film-là. Et c'est une espèce de teen movie en fait, puisqu'on suit le quotidien d'une ado. Elle fait des teufs très alcoolisée. Donc il y a une forte ambiance musicale dans le film, grosse présence de musique électro avec un mixage à se décoller les tympans. Et en fait, un jour dans sa cuisine, elle voit une petite créature qui est devant le frigo. Et là tout bascule. Non mais là ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la mignonitude répulsive de la créature, qui est on a autant envie de lui foutre une tarte dans la gueule parce qu'elle a l'air dégueulasse que de la prendre dans les bras, parce qu'en même temps elle est un peu mignonne aussi. C'est comme dans Eraserhead un peu le bébé. Et alors c'est une très bonne comparaison parce que le film a beaucoup à voir avec Eraserhead de David Lynch, je trouve. Après il y a aussi, encore une fois, ça c'est dès qu'on parle de parano, moi je pense automatiquement à Polanski, surtout quand on a une espèce de portrait de femme comme ça, même si là c'est une très jeune fille. Et puis il y a tout un truc très organique. Mais voilà, Cronenberg forcément. Enfin bref, on se retrouve avec David Cronenberg, David Lynch, Roman Polanski, voilà la Sainte Trinité. Et mais en fait le petit plus, si je puis dire, scénaristique, c'est qu'en fait elle est corporellement liée à cette créature. Elle va le découvrir en fait par la suite. Voilà. Donc et la créature a été designée et sculptée par Akiz lui-même. Voilà. Donc c'est marrant. C'est une espèce de je sais pas, de E.T. difforme. Bah, déjà, E.T. il est tout à fait ignoble en plus, cette espèce de tête de cacahuète mélangée du caca. C'est le monstre de Basket Case, hein, c'est un peu ça. Alors, il y a effectivement de ça. Il y a effectivement de ça. Bilal, non ? Bilal, j'ai dit Bellal, mais c'est... Ou Bélial. Non, il y a effectivement de ça aussi, ouais. Donc, il y a un côté basket caisien dans le film, ouais. Ensuite, The Survivalist. Yes, qui sera présenté par son réalisateur d'ailleurs, qui sera là pour Stephen Fingleton. Fingleton, qui est très sympathique. Un Irlandais. C'est un peu avec lui à CJ, c'est un gars qui. Il a bu avec toi ? Tu lui as parlé de Guinness ou pas ? Moi, je n'ai pas bu, d'habitude. Et en fait, voilà, donc c'était un film post-apo, mais. Oui, post-apo carrément. C'est totalement post-apo. On suit un gars dans une forêt qui apparemment il y a eu l'apocalypse, il vit seul dans sa baraque, il a ses habitudes, il pose ses pièges, il fait pousser ses plantes, il a ses petits rituels et tout, puis voilà, deux nanas arrivent. Et c'est tout. Une mère et sa fille débarquent et voilà, ça commence à changer ses habitudes et ça va, c'est l'élément déclencheur, il va se passer des choses après quoi. Mais c'est ultra minéral. C'est-à-dire qu'il y a 17 premières minutes du film, il n'y a pas une ligne de dialogue. On suit le mec qui est en train de faire sa popote, machin, etc. Et du coup, on a un petit peu l'impression de lire le journal intime, le journal de bord du dernier homme en vie sur Terre, quoi. Je suis une légende, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, et par ailleurs, à un moment, on se dit même, mais ça se trouve, en fait, il y a des trucs chelous, en fait. Mais sauf qu'on sait pas, et le mec ne parle pas, donc il est forcément extrêmement mutique. Et par ailleurs, il y a des espèces de flashbacks où on va apprendre pourquoi parce que le mec se tramale quand même un sacré traumatisme. Et puis, effectivement, ces deux gonzesses, dont Mia Goth, qui est donc la meuf de Shia LaBeouf, qui joue dans Nymphomaniac. Voilà, donc je ne savais pas quand c'était l'info un peu people, mais si vous googlisez son nom, vous allez voir des photos d'elle. Oui. Pas tout le long du film, mais presque. Non, elle est nue dans le film. Sa mère aussi d'ailleurs, mais ça c'est moins intéressant. Ouais. C'est pour attirer le chaland. Non, mais elle est nue. Non, mais cela dit, pour le nichon. Mais les scènes de cul dans le film sont tout à fait intéressantes parce que déjà elles sont totalement justifiées par le scénario et en plus je les trouve assez belles. Alors, en plus c'est quand même chaud de trouver des scènes de cul qui fonctionnent au cinéma. Dans le cinéma traditionnel, très souvent on se fait un peu chier, etc. Et puis surtout elles n'ont pas grand intérêt, c'est des espèces de parenthèses un peu érotiques à la mort moelle-neu, sans jeu de mots. Et là non, franchement ça fonctionne. Et puis c'est vrai que Mia Goth, elle est quand même c'est pas une fille qui est extrêmement jolie, mais elle dégage un truc de super sexy, je trouve. Je comprends Shia. Et il y a un travail, parce que j'en ai parlé beaucoup avec le réalisateur, donc il y a un travail sur le son qui est fait. Ce que je ne savais pas, c'est que le film est quasiment entièrement en mono. Et en fait, à ce moment, justement, il passe sur la stéréo, sur la quadriphonie, pour justement appliquer les effets justement sur le spectateur. Putain, moi je l'ai vu sur mon ordinateur. Sur un screener, voilà, mais moi je l'ai vu en salle, il m'a expliqué ça. Effectivement, il y a un travail, il n'y a pas de musique, il y a un travail sur le sound design assez important et il y tenait. Il y a aussi pas mal de petites fantaisies dans la mise en scène. Il y a un plan de grue assez impressionnant avec un effet de. Au moment, c'est un drone qui a tourné ça et tout. Enfin, la mise en scène est assez chiadée, je trouve. Moi, ça m'a rappelé, je sais pas toi, moi ça m'a un peu rappelé parfois John Hillcoat.
dans le côté ouais, c'est ça, dans le côté justement extrêmement super sec, assez nihiliste, et puis avec cette espèce de parfois il y a des espèces de saillies ultra violentes quand même dans le film. Le film peut avoir des moments, je sais qu'il y a une scène où les gens tournent l'œil pas mal en fait. C'est assez dur. Non, le film est avis aux amateurs de gore, vous pouvez venir, c'est pas même si c'est mais il y a des séquences un peu dures dans le scénario raconte et tout. Donc là c'est une belle surprise et on est très content de le montrer au pif. Don't Grow Up de Thierry Poireau. Encore un film français là cette année. On peut pas nous reprocher de pas avoir c'est un film français. Et franchement, on s'est absolument pas forcé à mettre des films français quoi. C'est-à-dire que les années précédentes, il y avait le constat qui est sans appel. Il y en a pas, hein, on peut pas les inventer. Quasiment un chaque année. Alléluia la dernière. Encore c'est des films mi-belges mi-français. C'est exactement. L'étrange fleur avant. À chaque fois, on a pris les bons en tout cas. Et c'est ça. On s'est pas forcé. Ce qu'il y a eu en 2012. Est-ce qu'on a eu un film français en 2012? Bonne question. Non, je crois que 2012. Il y avait des films, des sketchs, c'était dans ABC of Death, il y avait des sketchs de Bruno et Hélène et de Xavier Chance, mais il n'y avait pas de long métrage. Là, on se raccroche vraiment aux branches. Là. Mais c'était juste, c'est évident. Mais même la première année, pareil, on n'a pas eu de film français la première année. C'est vrai. Donc cette année, on rattrape. On rattrape, même si c'est un film, c'est une coproduction franco-espagnole tournée en langue anglaise, donc on a connu plus français certes, mais le réal l'est en tout cas Thierry Poireau. Thierry Poireau, il a une carrière internationale, il a fait énormément de publicités, des grosses publicités. Il a fait donc Atomic Circus, qui était déjà un film pas tourné vers l'international, mais qui avait quand même des velléités un peu plus qu'on n'a pas d'habitude en France, de faire de la SF. C'est un film unique en plus. C'est un film unique. Moi j'aime beaucoup le film, mais c'est un film malade, mais c'est un film Et puis il a fait après le deuxième segment de God of the Dead. Et voilà, donc c'est un réalisateur qui a une patte visuelle. Enfin, il fait des films vraiment qui ont un style unique et tout. Qui ont de la gueule, comme disaient les jeunes, c'est ça? Je voulais pas dire parce que j'ai passé l'âge de Jones, mais voilà. Et celui-là, alors, il parle de quoi? C'est un film d'infecté avec une originalité. Au début du podcast, on parlait justement de la petite différence en fait qu'avaient chacun des films proposés. Et là, en l'occurrence, c'est un film d'infecté assez particulier puisque les infectés sont les adultes et ils s'attaquent à tous ceux qui ne le sont pas. Et d'où le titre Don't Grow Up, It's a Trap évidemment. Et donc on se retrouve en fait avec une bande de jeunes qui sont dans une espèce de centre de redressement. Ce sont de jeunes vilains et ils sont complètement laissés à l'abandon par leurs surveillants, et à raison puisque ceux-là sont partis on ne sait trop où, et il vaut mieux d'ailleurs qu'ils partent très loin parce qu'ils sont de fait contaminés vu que ce sont des adultes, et ça ils vont le découvrir en fait au fil de l'histoire. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est une course contre la montre, et c'est aussi une course contre l'âge adulte, puisqu'il ne faut absolument pas grandir si on veut survivre. D'accord. C'est beau, c'est une belle philosophie. Et au niveau visuel, il y a autant d'extravagance que dans Atomic Circus? Absolument pas, mais en revanche, le film est vraiment très beau. Ça commence comme une espèce de chronique sociale assez réaliste, mais un réalisme assez travaillé, quoi. Et puis progressivement, on bascule dans quelque chose un petit peu plus horrifique dans les ambiances. Mais non, c'est pas on est absolument pas dans un truc aussi déluré que Atomic Circus, et ce n'est absolument pas drôle comme Goal of the Dead, quoi. C'est un film qui est extrêmement premier degré, même si il y a des blagues entre les jeunes. Et c'est d'ailleurs, il y a une très très bonne alchimie et une très bonne énergie entre eux. Les comédiens sont excellents, comme toujours avec les jeunes ados anglophones, enfin britanniques. Moi, je suis toujours estomaqué par le niveau de jeu en fait. Quand on regarde n'importe quel petit film américain ou anglais, surtout anglais d'ailleurs, anglais, mais il y a vraiment du niveau, c'est fou quoi. Et là, je connaissais absolument pas leur tronche pour la plupart. Et putain, qu'est-ce qu'ils envoient quoi. Enfin ça, c'est vraiment. Mais chez nous, je sais pas ce qu'on a, on n'a pas trop ça quoi. Et dernier film en compétition, Bridgend. Ça c'est pour Bibi, ça. Ça c'est pour Bibi, ça. De JP Round 2, danois. Je sais pas du tout comment on dit ce nom. Moi, j'ai dit que ce serait JP Round 2, comme ça qu'on l'appellera maintenant, quoi. S'il est pas content. Il saura pas. Qui sera d'ailleurs présent. S'il est présent, il sera présent à la projection. Attention, je suis désolé. Voilà. J'ouvre un peu de coca. Comme d'ailleurs, Don't Grow Up, il y aura Thierry Poireau qui sera présent aussi. Donc Bridgend, alors ça c'est mon petit coup de cœur du festival. J'ai découvert le film à Neuchâtel. Des petits coucous à Anaïs Emery de Neuchâtel, le NIF National International Fantastic Film Festival, où j'étais jury dans la section Méliès. C'est bon, tu vas arrêter de raconter ta live. J'ai été jury. Un petit bonjour à ma mère qui écoute ce podcast. Le film était en compétition, je l'ai vu dans ce cadre-là, et ça a été un coup de cœur. Depuis, à toute proportion gardée, mais depuis Morse, donc Let the Right One In, j'avais pas vu un
film qui m'avait autant scotché. Un film danois, du coup. Voilà, c'était suédois pour Morse, mais là c'est danois, du coup. Et fait de la Scandinavie, toi. Voilà. Non, mais vraiment, ça m'a vraiment. Alors, le film se passe au Pays de Galles, hein, et pas du tout dans l'état d'esprit visuel des films scandinaves. Voilà, ça se passe au Pays de Galles, et c'est donc l'histoire, pour expliquer l'histoire, d'un père et sa fille qui débarquent dans un village. Le père est flic, la fille donc est en âge d'aller au lycée. Et il se trouve que dans ce village, il y a une sorte de malédiction. Il y a plein d'enfants qui se suicident. Et il se trouve que la première personne qui les découvre à chaque fois, c'est les parents de l'enfant suicidé. Donc il y a une sorte de truc bizarre qui se passe. Et donc on va suivre ça via le truchement à la fois du père et de la fille. Et la fille va découvrir une sorte de, pas secte, mais de relations bizarres. Les enfants, ils vont souvent dans la forêt, ils s'habillent, ils vont se baigner. Enfin, il y a tout un truc bizarre, des rituels et tout. Et c'est visuellement, ça tombe. Le mec vient à la base de la clip, de la pub et du documentaire. C'est son premier long métrage. Et il a un talent fou, une sorte de photo naturaliste complètement dingue, une entrée sur les musiques, sur les ambiances qui. Enfin, moi, c'est vraiment été je suis sorti de la séance, j'ai fait, waouh, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, quoi. Et voilà, donc j'ai dit, faut qu'on l'ait. On s'est pas mal battu parce que c'était compliqué, je peux pas détailler ici les tenants et aboutissants, mais on a failli pas l'avoir. Et finalement, les vendeurs nous ont fait extrêmement confiance. Et ils nous ont dit, on veut que le film soit au pif. Et donc voilà, on a pu l'avoir finalement. Et on a la première française, du coup. Enfin, on n'a pas dit d'ailleurs les autres films qui étaient en première ou pas, mais voilà, c'est la première française du film. Et voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, c'est le dernier film de la compétition. Je sais pas si tu veux ajouter un truc, Fausto, je sais pas. Moi, je suis moins enthousiaste que toi sur le film, mais j'avoue qu'effectivement, visuellement, le film a un truc. Et l'histoire, ça c'est pour le côté un peu glaçant. L'histoire, en fait, est tirée d'un fait divers. Il y a vraiment eu une vague de suicides, 25 suicides à Bridgend entre 2007 et 2009, que des gamins entre 13 et 17 ans. Donc quand on recontextualise ça, en fait, c'est assez flippant. Et la grande force du film, c'est de ne pas échafauder des espèces de théories un peu psychologisantes. C'est juste de capter, en fait, c'est une espèce de sentiment super morbide, très poétique, parce que le film est assez planant, en fait. Et ouais, non, le film a quelque chose, c'est indéniable. Moi, je suis un peu moins fan que Cyril, mais je pense que le film trouvera ses fans, quoi. En tout cas, vous me faites beaucoup penser à Picnic en Gingrich, là. Ah, il y a peut-être un peu de ça. Il n'y a Ouais. pas le côté. Ouais, c'est parce que voilà, oui, ça peut penser à ça, mais ça fait penser à tous ces films de groupes d'adolescents et tout. Sauf que là, il y a quand même beaucoup de point de vue qui est des adultes. Enfin, il y a une enquête et tout. Ça se passe dans les deux versants, quoi. C'est un peu moins évanescent que voilà, que du Peter Vermeer. C'est moins évanescent, c'est exactement le terme. Donc c'est tout pour les films en compétition, mais il y a aussi plein d'autres films hors compétition. On va parler de la clôture et de l'ouverture, du coup. Déjà, ouais, on va commencer par l'ouverture. Scream Girl. Ex The Final Girls. Voilà, c'est un retitrage anglais d'un film anglais. Un retitrage anglais-français, mais d'un film américain. Que pour la France, Scream Girl, c'est ça ? Je pense, en fait, je sais pas du tout. C'est le titre français, en tout cas, que Sony Pictures a choisi pour la sortie française du film. Alors après, je pense que c'est plus clair dans la tête des spectateurs, peut-être français lambda, le terme Scream Girl, Scream Queen, que Final Girl, qui est un terme du cinéma d'horreur. Ouais, les Américains, ils comprennent vraiment Final Girl. Effectivement, c'est la petite nénette qui finit seule à la fin du film en débardeur avec du sang et un couteau dans la main et qui est là parce pour. En plus, la série Scream Queen en même temps. Voilà, exactement, ouais. Donc là, c'est un petit peu c'est le last action hero du slasher, sans égaler la maestria de John McTiernan, mais c'est exactement le même type de concept. C'est un personnage qui est projeté dans un slasher et où sa mère jouait. Où sa mère jouait, et c'est la grande force du film, je trouve, c'est vraiment son côté émotionnel, en fait, quoi. C'est-à-dire que du coup, en gros, l'histoire, c'est une jeune fille dont la maman était une scream queen fameuse des années 80, et elle essaye elle court les castings, elle essaye de retrouver à nouveau des rôles, parce que film d'horreur, quand on a passé la quarantaine, ça va, quoi. Et en fait, elle meurt dans un accident de voiture avec sa fille à côté, donc sa fille survit et reste quand même traumatisée par cette perte, c'est tout à fait logique. Et puis un soir, en fait, il y a une soirée spéciale où l'un des films les plus célèbres de la filmographie de sa maman est projeté, en présence de fans tout à fait en folie. Et à ce moment-là, il y a un accident qui éclate dans la salle, et par je ne sais quel miracle ou cauchemar, cette jeune fille et ses potes vont se retrouver propulsés, en fait, dans la fiction où jouait sa maman.
Et c'est là en fait qu'arrive le côté émotionnel du film, puisque ça fait très bizarre à cette jeune fille de se retrouver face à sa mère morte, qui ne sait absolument pas que c'est sa fille, je sais pas si je suis clair, dans une fiction. Donc du coup elle regarde sa mère avec des yeux tout à fait, pas avec les yeux de l'amour quoi en fait, sauf que sa mère en retour elle lui donne absolument pas ça, et que tout ça se passe dans le contexte de la fiction dans laquelle a joué sa mère. Qui est un slasher, donc ils sont poursuivis par un tueur. Parce qu'eux, ils sont conscients d'être dans un film. Eux, ils sont, voilà, exactement. Et donc, il y a une espèce de boucle temporelle, de mise en abîme, et le film est vraiment... C'est un petit budget aussi, mais qui est super inventif en termes d'écriture. Et plus le film se passait, et plus je me demandais, mais jusqu'où, en fait, le réal va repousser, en fait, les limites de la mise en abîme, quoi. Ça va quand même assez loin, et c'est surtout en termes d'émotion, je trouve vraiment que le film fonctionne à fond là-dessus, quoi. Il y a des moments où on est à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux, ce qui est quand même assez rare dans un slasher, quoi. Justement, pour la petite anecdote, le scénariste du film est en fait le fils du père Carras dans L'Exorciste. Ah ouais. D'accord. Voilà. Et en fait, l'idée du film lui est venue à cause de cette sensation étrange qu'il avait en regardant le film, en voyant son père, qu'il arrive quand même des trucs monstrueux, qui meurt dans le film. Et il y avait un côté à la fois horrifiant mais fascinant. Il a essayé de retransposer ça dans son scénario. C'est comme le fils de Nagui qui regardait son père à la télévision et qui dirait tiens. Presque. Un exemple au hasard. Il a fait des très bons scores avec le dernier Taratata. Oui. C'était le point. C'était le point audimat de la télé française. Voilà. Et on va aussi parler du film de clôture, Green Room. Jérémy Saulnier. Troisième film de Jérémy Saulnier, donc après. Son dernier Blue Ruin qui avait beaucoup fait parler de lui. Murder Party, c'était son premier long en 2007. Film d'horreur. Donc Green Room, il y a du cast, un peu plus que ces autres films, on va dire. Anthony Elchin. Anthony Elchin, il y a aussi Patrick Stewart, il y a du monde. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de punk. Imogen Put, j'adore dire ce nom. Voilà, c'est tout. J'aime bien dire ce nom. D'un groupe de musique punk qui va se retrouver à devoir faire une date un peu improvisée dans un squat, qui est en fait tenu par des skinheads. Et ils vont. C'est une vraie salle de concert en fait. Hein. De concert, ouais. Et donc ils font leur groupe et tout, leur musique ça se passe mal et tout. Puis en fait ils vont dans la Green Room, donc qui est en fait les backstage, voir quelque chose qu'ils ne devraient pas voir. Et en fait ils vont se retrouver séquestrés par les nazis en place. Et donc c'est un film de siège, un peu comme Assaut de Carpenter, où les gens donc doivent arriver à sortir d'une zone confinée. Et c'est hyper bien foutu, c'est surtout ultra gore. Ouais, c'est très méchant. C'est vraiment vénère. Très méchant, vraiment. C'est le film le plus vénère qu'on a de tout le festival, je pense, quoi. C'est très méchant, et puis surtout c'est inventif. Je sais pas, ça retombe quasiment jamais au niveau de la tension. Ouais. Et puis les nazis qui sont des suprémacistes blancs, redneck, c'est pas du tout le même type de skinhead qu'en Europe, ils sont ultra flippants. Et Patrick Stewart qui est le chef. Il est assez tétanisant, quoi. Il y a une espèce de froideur comme ça. Super calculateur, très intelligent, qui sait quoi dire, quoi faire au bon moment pour faire en sorte que la police foute pas son nez là où il faut pas. Et puis ouais, c'est marrant en fait, en plus parce que ce sont des affrontements historiques, les punks contre les skins. Et là, dans le contexte d'un survival, en revanche, c'est assez inédit, quoi. Et le film est hyper bien foutu de partout. C'est vrai que, après, donc, la mise en scène, mais aussi tout ce qui est effet prosthétique et tout, vraiment, c'est un film qui vous retournera le beat, c'est le cas de le dire, quoi. Puis super direction artistique en plus sur même s'il y a très peu de décors, les décors sont très très bien. La typologie, les costumes, décors, tout ça, etc. Enfin, on bien où on est, parce que c'est important dans un film de siège de savoir où les gens vont. On n'est jamais perdu. Ouais, très bonne gestion de la topographie. Voilà. Et non, vraiment, c'est un film parfait pour finir un festival, parce que c'est un film qui va, je pense, électriser le peuple. Le peuple. Ouais. Donc c'est parfait pour finir le festival. Voilà, quoi. Sinon, les autres films hors compétition, alors celui-là, je suis sûre que c'est Fausto qui va en parler. C'est quoi? The Virgin Psychic. Ah, The Virgin Psychic. De Sonofilm. Ouais. Les coquinous. Ah oui, c'est un film. Il a pas fait beaucoup de films, non? Petit réalisateur. Oh non, tu vas pas faire ce genre de jeu de mots, Sonofion. C'est pour la. Non, on va pas. Oh non, on va pas. Il mériterait un podcast à lui tout seul. Peut-être qu'on lui consacrera un podcast. Ce serait bien. Hein? Oh oui. Donc réalisateur japonais. Voilà, c'est juste son 5e film de l'année, enfin le 4e dans l'ordre. Entre 2014 et 2015, il a fait donc 5 films. Celui-ci, c'est le 4e qu'il a tourné, je crois, au mois de mai, au mois de juin, un truc comme ça. Qui vient juste de commencer la tournée des festivals, en fait. Qui était à Busan en Corée, qui était à CJS, et qui était, je crois que c'est tout pour le moment.
Et qui va être chez nous, c'est surtout ça, c'est le principal. Première française. Bon, non, que dire, à part que c'est un gros film de pervers. Très bien. Voilà. Non, mais c'est. L'adaptation, voilà, c'est l'adaptation d'un manga qui ensuite a été à son tour adapté en drama, donc série télé japonaise par Sonotion lui-même, et qui là maintenant est adapté en long métrage. Bah, c'est un peu les X-Men du cul. En gros, c'est une bande d'ados. Enfin, une bande d'ados. Non, enfin, au début, on suit un ado seul qui se masturbe de manière tout à fait frénétique en fait dans sa chambre et qui pense à plusieurs filles. Donc, en fait, il a du mal à trouver la fille idéale sur laquelle il peut finir sa branlette. Donc, plusieurs images de filles viennent se superposer et là, il est frappé par un rayon venu du ciel et il se découvre des pouvoirs télépathiques. Et en fait, il arrive à lire dans l'esprit des gens. Et en fait, il se rend compte qu'il n'est pas seul, puisque d'autres personnes ont des pouvoirs télépathiques ou télékinésiques. Et le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils sont tous et toutes puceaux et pucelles. Voilà. Et donc, ils vont s'allier. Donc, comme les X-Men, ils vont être drivés par deux autorités, on va dire, qui ont aussi des pouvoirs, dont la sublime Megumi Kagurazaka, qui n'est autre que la muse et femme de Sonotion. Voilà. Et puis du coup, on a le droit à un festival en fait de petites culottes, grosses poitrines, soutien-gorge. Tout ça dans la bonne humeur, évidemment. C'est absolument pas pornographique. C'est un érotisme tout à fait léger, mais néanmoins impactant. Je tiens à le dire. Voilà. Impactant, j'aime bien cette expression. Je parle en état de cause. Je pense sincèrement que la gente masculine va être extrêmement ravie devant ce film. D'accord. D'autant qu'il y a un peu, je sais pas, au casting, il y a juste les plus belles filles en fait de l'industrie du charme japonais, quoi. C'est sur l'affiche française. Voilà, je pense que c'est à noter. Et à côté de elles sont toutes en bikini ou en sous-vêtements. Parfois filmés au ralenti, sous des angles de caméra qui sont tout à fait spectaculaires et plongeants. Donc non, franchement, c'est peut-être l'un des plus grands films de la décennie, oui. Ok, rien que ça. Ensuite, on a Southbound. Un film à sketch, c'est ça? C'est un cadavreski, j'ai envie de dire même. Putain, c'est le cas de le dire. Oui, en plus c'est le cas de le dire. Ça passe dans une sorte d'unité de temps et de lieu identique. Et en fait, chaque histoire se termine et commence la prochaine. En fait, il y a des éléments communs à chaque fois et c'est assez bien foutu. C'est pas genre juste il y a un mec qui passe dans la rue et on passe sur lui. Non, il y a des vrais. Non, Mathieu, c'est pas un truc foireux comme ça. Là, c'est assez bien foutu. Ça fait vraiment un truc cohérent. Et visuellement, ça a tombé, je trouve. Enfin, il y a une tenue artistique. Il y a une très bonne production value. Ça commence très fort d'ailleurs avec un passage, le montage est super balèze, la musique est dingue, il y a des effets spéciaux. Enfin, le premier segment, il est assez dingue. Ils sont pas tous égaux, mais il y en a un au milieu, c'est le segment de l'hôpital, juste comme ça, qui est juste à lui seul pour être un film, en fait, tellement il est mortel. Et à tous ceux qui ont pu voir Southbound, parce qu'il était à Midnight Madness à Toronto, il a été aussi à Sitges, tous ceux qui ont pu voir ce film ont dit la séquence de l'hôpital, mais ça c'est dingue. Et le film en soi est vraiment très bien, et cette séquence-là le pousse au sublime, je trouve, quoi. Voilà. Ah oui, c'est clairement le meilleur segment. Après, c'est vrai que ce qui lie aussi en fait les 5 sketchs, pardon, c'est ils se passent tous dans le sud des États-Unis, donc il y a une ambiance un petit peu poussiéreuse comme ça, avec des espèces d'highway un peu qui sont tout à fait celles qu'on pourrait se représenter si on fantasmait en fait le sud des États-Unis. Et effectivement, c'est quoi, c'est le troisième, c'est ça, troisième sketch. Je sais plus, en tout cas il a été réalisé par David Bruckner, un mec qui avait déjà fait parler de lui dans un autre film à sketch qui s'appelait The Sick Doll, et on a vraiment envie de voir ce mec passer au long métrage parce que son sketch quand même est vraiment très très costaud. Mais bon, après les autres sont aussi très très chouettes. C'est juste qu'il y en a qui est juste le premier, celui-là, ils sont vraiment genre, et c'est pas du fan footage. Non, putain, parce que quand t'as mis VHS dans le catalogue, je me suis mis, les gens pensaient que c'est du fan footage. Non, c'est pas du fan footage, mais après moi j'aime beaucoup VHS, et toi aussi. Bien sûr, on l'avait programmé. C'était vraiment très méchant, c'était très rentre dedans. Et c'est exactement ce même type d'énergie, sauf que c'est pas appliqué au d'ailleurs, c'est produit par les mêmes. Bloody Disgusting, c'est vrai, c'est ça, c'est vraiment Roxane Benjamin. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes qui étaient au générique de. Le film, c'est un des moins connus de la sélection, parce que c'est vrai qu'à part ceux qui suivent les festivals, personne ne doit connaître ce nom-là, mais c'est pas forcément le moins intéressant, c'est au contraire à ne pas louper. C'est vrai qu'il est le dimanche à 14h pour pas que les gens loupent ce truc-là, quoi. Tout le monde sera là. En séance interdite, comme tous les vendredis. Mais tu as oublié un titre, un Deathgasm. Non, c'est ce que j'allais dire. Ah, t'as oublié. Et tu as oublié un titre. Ah oui. Non, alors je voulais faire une petite partie spéciale de cul. D'accord, mais on va finir sur les. Ce plan est intéressant. Donc la séance interdite. Séance interdite avec Deathgasm.
Orgasme. Encore, il est encore question de... c'est par le producteur de ABC of Death, Ant Timpson, un des producteurs d'ABC of Death. C'est un film new-zélandais, c'est un peu lui, le nouveau parrain, on va dire, en Nouvelle-Zélande des films d'horreur. Il a aussi aidé pour Turbo Kid, qui n'est pas du coup néo-zélandais, qui est canadien, mais qui est une coproduction. Voilà, c'est un gars qui a la même mise un petit peu dans ce point-là. Et on avait passé l'année dernière. Donc c'est un peu le parrain local, un peu le Peter Jackson moderne, on va dire, qui ne réalise pas, mais qui en tout cas produit. Et là, donc, c'est... comment expliquer ça ? Je te laisse... toi qui as toujours les bons mots pour... comment expliquer ça ? C'est une comédie... Metal et gore. Ouais, c'est Metal et gore, mais ce qui est plutôt rigolo, en fait, c'est la peinture de ces espèces de lycéens un peu losers, forcément montrés du doigt parce qu'ils kiffent le death metal et que c'est pas toujours bien vu dans certains patelins. C'est le cas d'un petit gars qu'on suit au départ et qui se trouve un pote, en fait, un petit peu plus âgé, et puis ils décident de monter un groupe de death metal. Sauf que ils vont trouver une partition qui va réveiller des choses qui sont pas particulièrement commodes. Et le film est très chouette puisqu'il est drôle sans être caricatural. Enfin, je pense sincèrement, moi je suis pas un gros client de métal, mais je pense que les gros fans en fait ne vont pas se sentir agressés par le film. Tout ce que ça montre en fait de cette culture-là est assez positif. Ça ne stigmatise absolument rien. Au contraire, ça joue de manière assez intelligente avec les fétiches. Et puis ça les recycle parfois de manière assez inventive dans l'horreur. Et puis surtout, c'est marrant, quoi. C'est vraiment drôle. Il y a un gros rythme. En termes de gore, ça dépote à fond. Et ça fait plaisir de voir de la prothèse et du vrai sang, quoi. Enfin, du vrai sang. Je me comprends, quoi. Voilà, enfin... C'est assez chouette. C'est palpable. Ouais, c'est ça. C'est de la prothèse, c'est du old school. Ça renoue vraiment avec une tradition. Alors, Peter Jackson, c'est toujours facile de dire ça, mais bon, on est en Nouvelle-Zélande. Voilà, le mec fait du gore à l'ancienne. À qui voulez-vous qu'on pense, bordel? Ensuite, il y a 2 documentaires qui vont être diffusés. Le premier, c'est Le complexe de Frankenstein de Gilles Pinceau. On n'en parlera pas maintenant parce qu'on va faire un podcast. Xavier, il va en parler puisqu'il a une émission extrêmement importante concernant ce film. Oui. Il va le connaître par cœur d'ici peu, en fait. Donc on en parlera dans un autre podcast qui apparaîtra dans pas longtemps. Dans pas longtemps après celui-là, quoi. Et donc le second. Ouais, on peut dire quand même c'est une première mondiale. Oui. Cocorico. Et ça fait un documentaire qu'on suit depuis un petit moment parce qu'on avait montré des extraits, qu'on avait passé le premier documentaire des 2 loustiques, la première édition du PIF. Donc voilà, c'est un truc qu'on suit. Documentaire d'un loustique. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait un seul qui le réalisait et l'autre qui produisait. Juste pour la précision, quand même dire que c'est un documentaire sur les designers de créatures au cinéma. Mais comme on va en parler pendant 1 heure. Oui, mais bon. Mais il a raison, quand même. Il faut le dire. Et donc l'autre? The 1000 Eyes of Dr. Madin. Pour les fans de Yves Montmeilleur. Guy Madin, parce que lui il est canadien, donc c'est peut-être faut le dire à la. Alors on dit Guy Madin. Si on peut. Bon. Alors, Fausto. Là, c'est Guy Madin, c'est typiquement le genre de gars où quand on regarde un de ses films, on sait comment il les fait, enfin on devine comment il les fait, mais c'est super intéressant de le voir sur un plateau en fait, puisqu'il dirige quand même d'une manière assez intense, on va dire, et voir en fait des acteurs tout à fait prestigieux, type Udo Kier, Isabella Rossellini, j'en passe, devant sa caméra, et les voir parfois dans des espèces de transes un peu Guy-Madinesque. C'est tout à fait passionnant. Et la grande force du documentaire de Yves Montmeilleur, qui n'est pas son premier docu et qui est j'allais dire un vieux routier du documentaire, c'est pas forcément, mais il en a fait un paquet, et toujours sur des sujets qui sont passionnants, et puis avec un vrai point de vue. Enfin voilà, c'est absolument pas. Fantasia lui avait accordé une rétrospective il y a quelques années. Vous avez passé pas mal de ses documentaires, et c'est vrai qu'il il penche vraiment du côté du cinéma alternatif, et on va dire plus généralement du côté de l'Asie. Il a fait un documentaire sur la Yakuza Iga, sur Takashi Miike, sur le cinéma coréen, sur le Pinku Iga, enfin bref. Là en tout cas, son docu sur Guy Madin et comme ses autres documentaires, c'est-à-dire c'est vraiment on suit vraiment Guy Madin. C'est une espèce de plongée dans les méandres de la création artistique. Il n'y a pas de le point de vue de Yves, en fait, c'est vraiment de laisser les personnes qu'il filme respirer, c'est-à-dire qu'on les voit vivre, on les voit sur un plateau, on les voit tourner, et on a l'impression en fait d'être avec eux, quoi.
Et puis à côté de ça, il y a aussi pas mal d'interviews. Il y a une interview il y a Kenneth Anger qui apparaît dans le docu. Il y a John Waters aussi. Et donc du coup, c'est super intéressant de voir toutes ces personnalités-là parler du système Gaimadine, qui est quand même un système très primitif, bricolé et qui donne des films qui sont tout à fait uniques. Ah oui, il y a aussi les frères Coé aussi dans le docu. Enfin bref, il y a une palanquée d'intervenants et c'est super rythmé, c'est passionnant et je pense que le film peut tout à fait intéresser des gens qui n'ont absolument pas vu de film de Gaimadine. Ça, c'est quand même important. C'est qu'il ne laisse absolument pas sur le côté les non-experts en fait en Gaimadine. Bien au contraire, on découvre en fait tout le système de création d'un auteur et c'est super intéressant, quoi. Parce que c'est pas du tout excluant, pardon. Il sera là pour présenter le documentaire et répondre aux questions après. Et pour information, et ça c'est important, il a eu le Grand Prix de la section documentaire à Venise. À la Mostra de Venise, ouais. Voilà. Et ça, bravo Yves. Dernier film hors compétition, qui est pour la séance jeunesse, c'est une première cette année. C'est Dofus, le film. Et ouais, la première adaptation live, en film d'une heure et demie du célèbre MMORPG qui a eu droit du coup à son dessin animé à l'époque et tout, et qui du coup devient un long métrage d'animation. Voilà, et on est très content de pouvoir le montrer en quasi première mondiale. Il sera montré 2-3 jours avant au festival d'Arras. Et en fait, on a très tôt contacté en fait le distributeur GBK Film. Bah oui, c'était en plus ça a toujours été ton idée que d'essayer de greffer une séance jeunesse. Ouais, c'est parce que voilà, ce qu'on fait, c'est faut éduquer aussi au plus jeune âge à notre passion, et c'est bien. C'est pas toujours qu'on peut tomber sur un film jeunesse fantastique qui soit réussi. Là, c'est français. Et français. Alors ça, c'est la cherry on the cake. Et surtout, en plus, ce film-là, faut savoir qu'Ankama, c'est un peu comme la success story française. C'est des gens qui sont partis de rien, qui ont créé tout de A à Z et qui ont créé des franchises et qui cartonnent, et ça fait plaisir de voir qu'on peut tenter l'innovation en France dans ce domaine-là de ce qui est l'imaginaire et tout. Donc ils ont créé des jeux vidéo, des films d'animation, des revues, des BD. Enfin, ils ont tout un univers, tout un tas de trucs qu'ils créent, quoi. Et là, c'est le grand bain, c'est le film d'animation. Ça doit sortir en début février 2016 sur une très grosse combinaison de copies, et c'est donc un très gros projet. Et en tout cas, on était contents de pouvoir le montrer. Eux-mêmes sont super contents de pouvoir le montrer aussi au PIF, comme quoi pour eux c'est important aussi de la reconnaissance d'un festival on va dire fantastique, un peu installé, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un gros kiff. Et donc moi j'ai pas vu le film, c'est Fausto qui l'a vu, donc tu peux nous en parler un petit peu. Alors non, moi je me suis vraiment beaucoup amusé, et puis je l'ai vraiment regardé. Je me suis pas dit tiens, je vais voir un film qui va entrer dans la case séance jeunesse, en fait. Je l'ai simplement vu comme un film d'animation qui me propose une vraie mythologie dans laquelle j'ai vraiment sauté à plein pied, quoi, et des deux pieds plutôt, ça veut rien dire sinon ma phrase. Et non, déjà le premier truc qui m'a interpellé, c'est la qualité technique. Parce que on pourrait penser, en fait, même si aujourd'hui il y a quand même des films d'animation français qui sont d'un niveau tout à fait correct, voire impressionnant pour certains. Ou alors on pourrait penser qu'un film d'animation de fantasy français d'1h40 et des poussières, en fait, pourrait être un petit peu on va dire à la ramasse techniquement par moment, ou surtout pourrait pâtir de la comparaison avec des productions soit nord-américaines, soit même asiatiques. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà le style est très métissé, c'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec des influences qui sont clairement issues en fait de l'animation japonaise et du manga. Tout ça est extrêmement bien digéré. Moi, je suis absolument pas joueur, en fait. Mais la proposition, en fait, qu'on m'a faite était à la fois stimulante, drôle. J'ai vraiment marché, et puis je me suis dit ouais, effectivement, le public jeune entre guillemets peut prendre son pied, mais la grande force du film, c'est d'avoir aussi une double lecture, et quand on regarde ça en tant qu'adulte, on se marre vraiment, quoi. Il y a des espèces de double sens dont je ne révélerai pas la teneur, qui sont assez couillus, en fait, je trouve, et qui fonctionnent très bien auprès du public adulte. Donc et puis ouais, il y a en termes de scènes d'action aussi, j'ai un petit peu parlé avec les réalisateurs après, il y a quand même franchement de beaux moments, voire des moments d'anthologie. Et quand on parle de leurs références, c'est des références qui sont The Blade par exemple de Choyark. À un moment il y a un affrontement où deux personnages se mettent sur la gueule, et voilà, c'est pas tous les jours en fait que on rencontre deux réalisateurs qui dans un film, on va dire à destination d'un public
plutôt jeunes, cite comme référent du Choi Ark et encore plus The Blade, qui est quand même l'un des films les plus nihilistes de Choi Ark. Voilà. Donc non, c'est vraiment un chouette film. Et pareil, c'est pas excluant si on connaissait pas l'univers. Alors pas du tout, parce que moi je ne connaissais pas du tout, et le film nous emporte très rapidement. C'est un premier volume d'ailleurs. Ouais, c'est effectivement le premier volet d'une trilogie, et non, en fait l'histoire, la mythologie, les enjeux sont vraiment clairs comme de l'eau de roche. Il y a un travail de caractérisation des personnages qui est extrêmement bien mené et abouti, ce qui fait qu'on sait très vite en fait quels sont les enjeux, qui est qui et où vont les personnages, et on est très très vite emporté, et c'est surtout très très drôle. Très très drôle, aussi bien pour les gosses que pour les adultes, où encore une fois l'espèce de double lecture est vraiment assez croustillante. Ça, c'est chouette. Donc même si c'est à 11h le dimanche matin, ça vaut le coup de se réveiller après la nuit, après avoir fait la nuit. Faire la nuit et tout, mais c'est pas forcément incompatible. On peut, si on dort dans la rue, on peut travailler 4 heures, être en forme. Pourquoi dormir d'ailleurs? C'est vrai, bien sûr. Nuit blanche, après il y a toute la journée qui arrive. Ça ne veut dire, mais non, mais vraiment, là pour le coup, c'est bien, c'est qu'on inaugure cette séance qu'on va faire depuis des années avec un petit bijou, donc c'est cool d'avoir. C'est pas toujours qu'on aura cette chance-là, mais en tout cas là, on l'a eu cette année, quoi. C'est clair. Donc j'espère qu'ils sortiront leur film chaque fois en février, qu'on puisse. Ce serait pas mal. C'est les prochains. Ce serait pas mal. Qu'on suive la lignée, quoi. Ensuite, vous voulez parler des films cultes ou de la nuit? La nuit, ouais. Alors. Bon, la nuit Japanimation. En fait, on voulait faire une nuit Japanime depuis un moment. Ouais, on n'arrêtait pas d'en parler. C'était un peu le. On se plaignait de ne pas passer assez d'animation japonaise. On s'était fait plaisir il y a 2 ans avec Perfect Blue. On voulait, l'année dernière, en passer un autre, et on a eu par un problème de trouver les droits et tout, c'était compliqué. On a passé du coup Avalon, qui était une sorte de compromis entre on avait voulu passer Akira, je me souviens. Ouais, ça c'était encore avant et tout. C'est un truc qui nous suit depuis longtemps. On est fan avec Fausto d'animation japonaise, ça c'est indéniable. Et voilà. Et là, en fait, le fait, c'est qu'on avait repéré le nouveau Mamoru Soda, Le Garçon et la Bête. On voulait, Fausto a contacté rapidement Gaumont. Gaumont a dit, Banco. Comme ça, je m'en souviens, ils ont Banco. Banco. C'était, le dialogue se résumait à ça. Et de là, on a dit, mais c'est dommage de passer Le Garçon et la Bête dans la salle 500 du Rex. On s'est dit, dans la grande salle, et on fait la nuit autour de ça. Voilà, on tourne la nuit autour du film, et on s'est dit, il faut trouver 3 autres films d'animation. On s'est donc posé les questions. On a demandé très rapidement à quelqu'un qui est devenu un ami du festival, c'est Marc Aguès, du site katsukin.com. On est allé le retrouver, on s'est mis autour d'un bar, d'un café ou d'un coca, je ne sais quoi. Et on a discuté de ce qu'on aimerait voir dans cette nuit, en fait, et on a donc dressé une liste de films qu'on souhaitait voir. Et ça a été compliqué pour pas mal de films, parce qu'en fait, c'est difficile de trouver de l'animation japonaise années 90-80, de trouver les copies ou de trouver les droits. Beaucoup de films n'ont plus d'ayant droit en France, et pas forcément de copie 35 ou de copie HD, et donc c'était un peu la galère. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au départ, on avait mis des films dans la liste, on avait mis Shortpiece, on avait mis Mind Game, on avait mis Jinro. Finalement, vous les avez eus. Voilà, on va en parler après, mais c'était quand même des choix premiers. On avait pensé aussi à des trucs comme Vampire Hunter des Bloodlust ou Ninja Scroll, mais pour à chaque fois, il y avait un truc différent qui disait que c'était pas possible. Ninja Scroll, par exemple, c'était on demandait $2000 pour passer le film, et il ne fallait pas passer par sur sa HD, il fallait que ce soit une bêta. Enfin, c'était ubuesque, comme ça peut arriver souvent avec les ayants droit japonais. Donc de facto, on dit voilà, parce que souvent les gens disent mais pourquoi ils n'ont pas pris tel film ou tel film, je vous le dis parce que des fois on ne peut pas, on fait les choses légalement, donc on passe par les ayants droit, on récupère le matériel, et des fois voulez-vous passer des VHS manga vidéo, voilà, on s'est dit que c'était un peu limite. Passer des films, mais nous on fait les choses dans les règles, donc voilà, donc on peut passer toujours ce qu'on veut, mais ces films-là qui étaient dans notre A-list, comme disent les gens qui parlent anglais, je le dis souvent ça. Voilà, donc Le Garçon et la Bête, Fausto. Moi je l'ai pas vu le film, c'est toi qui as pu le voir. C'est Gaumont, moi j'ai malheureusement pas Le Garçon, enfin, Mamoru Soda, c'est un mec. Tueur. Ouais, c'est un tueur. C'est un mec que les fans d'animation connaissent très bien maintenant. La traversée du temps. Voilà, la traversée du temps. Summer Wars, excellent. Ameyuki, les enfants loups, voilà, qui a vraiment fait. C'est ça. Qui en France a plutôt pas mal marché. Je crois que le film a fait quasiment 150 000 entrées. Même, je crois qu'il les a faites, même d'ailleurs. Sans oublier les films Digimon. Tout à fait. Ouais, carrément. Ouais. Bah oui, en plus lui il a bossé en animateur clé avant plutôt, mais effectivement les films Digimon qu'on passera sous silence dans ce podcast pour éviter d'entacher la filmographie, en faire une filmographie sélective. Voilà. Mais non, Mamoru Soda en plus, et là il va occuper le créneau qu'occupait précédemment Ghibli,
notamment dans les dates de sortie de ces films, c'est-à-dire l'été au Japon, puisque donc Le Garçon et la Bête, Bakemononoko en VO est sorti au Japon cet été, et aussi en France, puisque traditionnellement les Ghibli sortaient en début d'année, donc là le film va sortir en début d'année. Fin d'année ou début d'année, mais je crois que c'est début d'année. C'est autour du 15 janvier. Ouais, c'est ça. Donc il occupe exactement le même créneau en fait que Miyazaki, les Takahata, enfin bref tous les films qui sortaient du studio Ghibli. Donc on a tendance à dire qu'en gros c'est l'héritier de Miyazaki. Ce qui n'est pas totalement faux. En tout cas, en termes de spectacle, le film est tout à fait démentiel et on remonte effectivement, enfin on remonte, non, mais en tout cas, lutte à armes égales en fait avec les plus grands films de Miyazaki. C'est l'histoire d'un orphelin en fait qui, au détour d'une ruelle de Shibuya, l'un des quartiers préférés de Cyril, tombe dans une espèce de ruelle qui abrite en fait une espèce de, je suis désolé, qui abrite un passage secret en fait, qui le conduit vers un monde peuplé de monstres. Il va arriver dans ce monde peuplé de monstres et il va très vite tomber sur une bête caractérielle et surpuissante qui va l'entraîner à devenir un combattant martial aguerri. Et voilà, les deux vont se détester au départ et puis ensuite ils vont s'apprécier et puis le gamin va grandir et ensuite il va faire des allers-retours en fait avec le véritable monde et le monde des monstres et il va être tiraillé en fait entre ces deux univers. Voilà, comme d'habitude, l'une des thématiques principales et l'une des obsessions premières de Mamoru Hosoda, c'est la famille. Il en est question dans ce film-là puisque c'est un orphelin et puisqu'il a quand même des liens affectifs qui le rattachent au monde réel, mais il en a créé de nouveaux dans le monde des monstres et donc du coup il va être tiraillé entre les deux et puis surtout le monde réel va être menacé par les monstres. Enfin voilà, c'est super ambitieux, c'est extrêmement beau dans son intimisme, c'est spectaculaire dans ses scènes de combat. C'est percutant, c'est super drôle. Visuellement, voilà quoi, c'est du Hosoda en pleine possession de ses moyens, donc ça nous fout une bonne tarte quoi. C'est probablement je pense sans trop m'avancer, c'est peut-être déjà l'un de mes films préférés de l'année 2016. Ouais. Surtout qu'Hosoda, au fur et à mesure où il sort ses films, à chaque fois, c'est un cran au-dessus. Carrément, c'est une vraie montée en puissance quoi. C'est vraiment, c'est assez affolant. Ensuite, Mind Game, le film le plus what the fuck de la sélection. Ce film, moi, je l'ai un film protéiforme, une sorte d'ovni d'animation qui mélange un milliard de techniques différentes, l'adaptation d'un manga. Ouais, et le manga est génial aussi d'ailleurs, n'hésitez pas. Yamacho de Robin Nishi. Et donc, Mind Game, que dire sur Mind Game? C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, donc, et qui a très peu été montré en France. Il n'est pas sorti officiellement, en tout cas en salle, il est sorti en DVD chez Potemkin. Et il y a eu 2-3 projections à l'époque dans des festivals. Mais... Tu l'as vu, Xavier? Ah oui, je l'ai vu. On va quand même laisser la parole à Xavier, parce qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, on va vous saouler. Non, disons que moi, c'est plutôt l'anecdote de comment je l'ai vu qui. Fais ton Christophe Lemaire, vas-y. En fait, c'est Mind Game, donc à l'époque, était vachement connu. Enfin, il y avait une super réputation. Voilà. Et j'avais possibilité de le voir un peu quand je voulais. Et en fait, je n'ai jamais voulu regarder ce film. Tout simplement, j'avoue que le dessin me rebutait un peu. La bande-annonce ne me plaisait pas du tout. J'ai mis un temps, mais énorme avant de voir le film. Non, ça date, malheureux, ça date. Et un jour, j'étais malade, j'avais rien d'autre à faire, il était là, offert. Malade, psychologiquement ou physiquement J'avais la crève. Okay. Voilà. J'avais que ça à faire et tout, je l'ai regardé, et alors là, mais ça a été une claque monumentale. C'était n'importe quoi ce film. Mais en même temps, c'est vraiment une tuerie quoi. C'est vraiment une tuerie. Franchement, pour moi, c'est le 2001 de l'animation Jap. Et je le mets vraiment. Moi, je l'ai beaucoup vu et revu. Et je crois que je le mets dans mes 10 films préférés de tous les temps en fait. Vraiment, c'est tellement ouf. Les techniques utilisées. Il y a vraiment un melting pot de techniques. Franchement, la première demi-heure, à un moment il y a un petit ventre mou quand même dans Oui, mais c'est mais pas putain, grave. La première demi-heure, t'as l'impression d'avoir, je sais pas, t'as l'impression de t'être injecté un truc ou d'avoir sniffé un produit parce que ça te propulse. Mais putain. C'est exactement ça. Ouais. C'est très rare de le voir en salle. On va avoir la chance d'avoir une copie. Moi, je serais dans la salle parce que putain, j'ai toujours vu en DVD quoi. Mais pareil, ça en salle, j'ose même pas imaginer. Par Studio 4 degrés Celsius, on a cette chance-là de. Je sais pas si c'est la première fois que le film va être montré en HD restauré dans un cinéma. Je pense, il a été montré au Forum des Images, c'est ce que nous avait dit Marc, je crois. C'était en 35 mm. Oui, non, bien sûr. On a directement
c'est les producteurs directement avec qui on a été voir, parce qu'il n'y a plus de droit pour la France, en tout cas pour la salle. Hein. C'est toujours Potemkin qui a le droit pour la vidéo. Et du coup, c'est vraiment pour le coup, c'est la première fois que le film va être montré en copie numérique 2K dans une salle de cinéma qui plus est donc la très grande salle du Grand Rex. Il faut bien le dire, je leur dis, la nuit Japanimation. La plus grande salle d'Europe. La plus grande salle d'Europe. On compte sur vous pour la remplir. Il y a 2700 places, hein, donc parlez-en à vos copains. Il faut les remplir cette salle et ça va être, si ça se passe bien, une communion de l'animation japonaise. Mais on n'a pas encore dit tout ce qu'il y avait dedans en plus. Bah oui, puisqu'ensuite il y a Short Piece. Shotopisu, comme dirait japonais. Shotopisu. Film omnibus, produit par Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo, donc Monsieur Akira. Ouais, bah ça fait partie de ces films omnibus d'une qualité exceptionnelle comme Robo Carnival, Mani Mani, enfin ce type de film. Mémorise évidemment, où il y a toujours une somme phénoménale de talent. Alors après, chacun va fixer sa préférence comme d'habitude sur un sketch ou sur un autre, mais là en gros c'est le projet commun, c'est que ce sont quatre films et un jeu vidéo. C'est un projet global. Ouais. Voilà, c'est une espèce de projet multimédia assez unique. Je crois pas qu'il y ait eu de projet multimédia de la sorte. Et le 5e film, c'est le jeu vidéo, voilà. réalisé par Suda Goichi pour ceux qui connaissent. Voilà. Il y avait eu une tentative avec Blood, mais qui avait foiré. Ouais. Oui. Là, c'est vraiment un truc qui est tout à fait abouti et le socle commun en fait à tous ces cours, c'est le Japon, puisque l'idée c'est que ce sont 4 films et un jeu vidéo qui sont autant de portraits du Japon. Ça va de l'Eredo jusqu'à l'hypertechnologie robotique et effectivement. Encore une fois, le plus spectaculaire, c'est évidemment celui de Otomo, qui suit les pompiers durant les rideaux et vous verrez, il y a une technique d'animation et de dessin qui est particulièrement sublime. Et que dire, si ce n'est que c'est encore une fois d'un très très haut niveau. Le film est assez court, je crois qu'il fait une petite heure 10, 1h08, quelque chose comme ça. Ce qui fait que du coup on n'a absolument pas le temps de s'emmerder, ce qui peut parfois être le cas dans certains films à sketch un peu longs où t'as 3 sketchs et que chacun fait 30-40 ouais minutes, c'est ça, les enjeux parfois sont un petit peu dilués. Alors là c'est extrêmement punchy, parfois même un peu trop, c'est-à-dire que certains sketchs où on aurait envie en fait d'avoir un petit peu plus, ou alors qu'ils soient conclus de manière peut-être un peu moins abrupte, mais encore une fois ça prouve que le Japon, on a vraiment dans le ventre en termes d'animation. Et il y a aussi Shoei Morita aussi qui a réalisé l'un des sketchs. Il y a pas que Otomo, mais non, c'est un très très beau film, ouais. Et pour la petite histoire, on s'était battu à l'époque pour l'avoir pour le PIF il y a 2 ans. Ouais. Et en fait, il voulait se mettre pour les Oscars, en fait, pour le film étranger du Japon. Et du coup, ça fait qu'il bloquait tous les festivals et on n'a pas pu le passer. Donc c'est un peu une revanche aussi de le montrer aujourd'hui, quoi. C'est des films comme ça des fois qu'on n'a pas pu avoir à l'époque et le destin se manifeste et enfin on peut du coup le programmer à la bonne place, au bon endroit, quoi. Donc, dans cette nuit qui se terminera d'ailleurs par le phénoménal, le magique, le mythique, le dantesque Jinro, la Brigade des loups, un de mes films d'animation préférés, moi, qui me rend dingue à chaque fois que je le vois, qui pourtant n'est pas un film très festif, hein. Non, c'est sûr. Plutôt ouais. C'est un peu plombant, quoi, mais un film d'une beauté formelle dingue, une histoire vraiment qui vous prend aux tripes, et surtout une musique, une bande originale qui à chaque fois me transperce, que je confie. Il sera peut-être très très tôt, quand la nuit se terminera, il sera peut-être 7h du matin, mais j'invite tous les spectateurs qui nous écoutent à bien rester pour tout le générique de Jinro, parce que la musique à la fin, ça vous hérisse les poils à un point assez phénoménal, quoi. Et le film en soi, c'est donc scénarisé par Mamoru Oshii. C'est adapté d'un de ses mangas, en fait, à Kerberos Panzer Cops. Ouais. Qui est en fait le 3e volet d'une trilogie, avec Red Spectacles et Stray Dogs, Kerberos Panzer Cops. Voilà. Qui étaient des films live. Ouais. Voilà, et qui a été réalisé par Mamoru Oshii. Qui reprenait ses armures, en fait. Qui n'était pas très bon. Voilà. Non, pas très bon. Ça fait très vidéo, en fait. C'était très vidéo, et c'est ces fameuses armures. Une sorte de policier, une sorte de CRS du futur. Et à la base, Jinro devait être un film live. Mais comme il travaillait sur Ghost in the Shell et qu'il ne pouvait pas s'occuper du film, du coup, il a décidé que ce serait un film d'animation. Il a filé l'animation à un réalisateur avec qui il avait déjà travaillé. C'était sur un de ses chefs d'animation, je crois. Ouais, tout à fait. Il avait bossé sur les 2 Ghost in the Shell. Voilà. C'est Okura, c'est un mec qui a beaucoup traîné dans l'animation et qui effectivement il avait bossé sur. Et je crois qu'il a bossé sur Akira aussi. Akira, il mémorise. Ouais, tout à fait. Ouais. Il a un sacré CV, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que lui, en revanche, il n'est pas du tout militaro-nationaliste comme Oshii, ce qui fait que le film, en fait, je pense que s'il avait été réalisé par Oshii, il aurait été très très différent, surtout dans le fond.
Il aurait été plus sec comme les 2 premiers films. Ouais, carrément. Ouais. Et puis beaucoup plus fétichiste autour moins humain peut-être aussi. Ouais, moins humain, ça c'est clair. Bah, l'humain, c'est pas quelque chose qui intéresse aussi. Lui, c'est les chiens, quoi. C'est les chiens, les chars d'assaut et les hélicoptères. Mais non, en tout cas, c'est génial de remontrer le film. Toi, tu l'avais déjà montré. Enfin, tu l'as montré à Lyon il y a quelques mois. Oui. En fait, je m'étais battu. En fait, c'est la petite mixture interne, mais on s'était battu pour avoir mémorisé la dernière au festival, le fameux film qu'on voulait passer et qu'on a passé le Quavon à la place. Et donc, j'ai eu des contacts chez Bandai Namco au Japon et parce que avec eux, j'ai vu qu'ils avaient Jinro, donc je me suis dit c'est trop tard pour le pif, mais Jinro, j'aurais bien passé à Lyon, donc j'ai passé Jinro dans une cadre d'une soirée d'animation japonaise à Lyon cette année, quoi, Hallucination collective, et quand on a parlé de la nuit, je suis si on veut passer un classique, Jinro, voilà, et la copie on sait où sont les droits. Banco. Et souviens-toi, nous avions vu aussi le dernier film d'Hiroyuki Okiura, Acid Jazz, il y a 2 ans. Moi j'avais beaucoup aimé, toi un petit peu moins, c'est Lettre à Momo. Lettre à Momo, ouais. Moi j'ai trouvé ça. Je suis à mourir. C'était très très beau. C'est sorti en salle enfance, mais j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Oui, mais bon, c'est une autre histoire. On dit un mot des films cultes. Bien sûr. Et là, je pense que Xavier et toi, vous pouvez donner oui, bien sûr. On va se reposer un peu. En même temps, alors Darkman de Sam Raimi, je suis contente de pouvoir le revoir parce que je l'avais pas du tout aimé quand je l'avais vu. C'est vrai. Alors c'est marrant parce que pareil. Ah merci. On va peut-être pas leur laisser. C'est très bien Darkman. Tu sais que c'est un film que j'ai trouvé c'est pas forcément agréable la première fois que je l'ai vu, c'est quand je l'ai revu après j'ai trouvé ça vachement bien. La première fois j'ai fait. C'est ça. Tu as passé le cap de ce que tu attendais et que tu as pas. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça. Moi je m'attendais à un film de super-héros plus classique. Là c'est Evil Dead chez les super-héros, quoi. Ouais, voilà, c'est Evil Dead chez les super-héros. Avec littéralement les mêmes techniques de caméra. Liam Neeson, bien avant la liste de Schindler. Non, le film est très comic book et je me demande si à l'époque je l'avais pas trouvé trop comic book pour un film. Enfin, je sais pas, c'est bizarre là ce que je dis, mais. À l'époque, on s'en bougeait peut-être moins. Voilà. Non mais t'as raison parce que le film dans son style visuel est super avant-gardiste. Ah oui, le méchant c'est Drake. Larry Drake. Dr Giggles. Dr Rictus en français. J'adore ce film et j'adore cet acteur. Je trouve qu'il a une tronche de psychopathe. Il voulait programmer dans les séances cultes Dr Rictus. Je voulais mettre en ouverture dans la grande salle. Moi j'adore ce film en fait. Non mais c'est très sympa Dr Rictus. Je sais que t'es moins fan que moi. J'adore Dr Rictus. C'est pas un grand film mais. C'est une BD Dark Horse, je crois. Bon, on va pas parler de Dr. Rictus, mais pour dire que voilà, c'est Larry Drake, voilà, qui est un acteur, je trouve, complètement foufou, qui fait le méchant dans Darkman. Et voilà, ce film est vraiment pulp comique. Ouais, c'est ça, pulp comique. Je crois que c'est vraiment la meilleure manière de le décrire. Il est un peu sombre et un peu sec, comme ça. Enfin, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a aussi une petite inspiration de la créature du marais. Pour ceux qui connaissent. Les Universal Monsters, quoi. Voilà. À fond. Mais j'avoue que une fois passé le premier visionnage, après c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir. J'ai une question, là, je vais faire l'idiot, mais est-ce que c'est adapté d'un comic book ou c'est une création originale? Création originale. C'est peut-être ce qui fait création sa grande force aujourd'hui, en fait. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils voulaient monter une adaptation de Batman. Les droits étaient pas si chers, hop. Non, il y avait Batman et il y avait un autre comic book aussi qui voulait adapter et malheureusement il a pas pu les adapter et donc du coup il s'est rabattu sur une mythologie créée de A à Z par lui et son frangin Ivan Remy. Et là c'est produit par Robert Tappert. C'est Robert Tappert et c'est son premier film de studio. Ce qui a été un petit peu compliqué d'ailleurs puisque ça s'est pas toujours très très bien passé. Mais perso je trouve que c'est son meilleur film. Alors je vais choquer en fait. Sam Raimi, son meilleur film. C'est son meilleur film et pour tout dire. Je ne suis pas un grand fan de Evil Dead. Moi, je quitte le pif. Non, j'aime bien Evil Dead, mais pour moi, ce n'est pas un film culte. À titre perso. Non, mais chacun ses goûts. Et Darkman, je trouve que c'est un chef-d'œuvre total. J'adore ce film. Je trouve qu'il a complètement pigé. Darkman à Oz. Ah oui. À un moment, je me suis dit, il parle de Oz, la série. Ah non, tu parles du Magicien d'Oz. Non, enfin franchement, c'est un des plus beaux rôles de Liam Neeson. Son personnage est super touchant. Le film arrive à combiner un style comic book ultra maîtrisé avec un côté, un vrai côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on a, le film fait limite pleurer, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Musique de Danny Elfman. Musique de Danny Elfman, ouais. Qui collabore après sur La Mêle Ténèbres sur un morceau. Carrément. Et puis en termes de mise en scène, c'est quand même du sacrément costaud. Puis il y a des maquettes aussi dans le film d'ailleurs. Ça se fait toujours plaisir. C'est clair. Les petites maquettes. Et beaucoup d'effets optiques, je me souviens aussi de compositing et tout. Plus ou moins réussi, soyons honnêtes. Ouais. Voilà. Mais ça n'entache rien à la qualité du film. Non, parce que c'est quand même un film de studio expérimental, quoi. Enfin, c'est assez fou qu'on lui ait laissé faire ça. Le
personnage principal n'est pas forcément tout le temps très sympathique. Il y a toujours ce côté un peu à moitié fou, tragique, mais en même temps, il y a des fois on a vraiment beaucoup de mal à rester attaché à ce qu'il fait. Mais bon. Ensuite, autre réalisateur culte, George Romero avec Incident de parcours. Un excellent film. Celui-là, je l'ai pas vu. Ah bah, tu seras dans la salle. Ah oui. Je serai excellent dans la film. salle. C'est clair. Quelle claque. Ça nous sort des films de zombies habituels de Romero. Là, on est plus dans une sorte de fantastique un peu dramatique, avec une relation bizarroïde entre un personnage qui se retrouve handicapé en chaise roulante. Ouais. Tu m'arrêtes si je dis des conneries, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Et qui va se retrouver dans ses gestes quotidiens, être aidé par un singe, comme on pourrait donner un chien à un aveugle, enfin voilà quoi. Et la relation bizarroïde qui est entre l'homme et le singe va forcément au bout d'un moment devenir de plus en plus étrange, jusqu'à devenir on ne sait plus qui contrôle qui a la main sur l'autre. C'est un film que je trouve très intéressant de la part de Romero. Bon, alors là, je vous laisse quoi. Non, mais premier film de studio aussi, c'est ça? Premier film de studio. Premier film de studio. Tu me disais quand tu avais fait les textes du catalogue, tu t'es rendu compte que tous les films qu'on passait de la séance culte à part l'Enfant Miroir étaient des premiers films de studio pour leurs auteurs, qui sont des auteurs confirmés, mais c'était leur premier film de studio. Carrément. Parce que du coup, The Thing pour Carpenter, c'est le cas premier aussi. Film de studio, Et pour Romero, je trouve que c'est son meilleur film. Non, mais j'adore. Alors pour le coup, pour The Thing, c'est un de mes films préférés de Carpenter. Du coup, je vais devoir faire pareil que lui. Non, mais c'est vrai que j'adore ces films de zombies. Ça, c'est inattaquable. Il y a pas grand chose. À chaque fois qu'il est sorti du film de zombies, moi, j'ai toujours trouvé que ça donnait quelque chose de très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Night Riders. C'est passionnant. J'adore. C'est génial. J'adore Night Riders. Et même Bruiser. Moi, j'aime bien Bruiser. Je défends Bruiser. Je défends Bruiser. C'est eux qui avaient aimé Bruiser. Je défends Bruiser. À la mallette d'outillage, c'est ça? Non, ça c'est Toolbox Murder. Il a un masque. C'est l'homme qui perd son visage. Ouais, c'est lui Toolbox Murder aussi. Non. C'était Toby Hooper. Qui est l'autre grand perdant du cinéma fantastique. Il a perdu plus vite malheureusement que Romero. Et donc, quitte à me faire moi aussi fouetter en public, je n'aime pas les films de Toby Hooper. Alors, moi, sauf Massacre à la tronçonneuse, que j'aime bien, mais c'est tout. Tout le reste, la soirée des coming out. C'est vrai. T'aimes pas le crocodile de la mort? Je déteste le crocodile de la mort. Mais vraiment, visuellement, je le trouve dégueulasse. Ah ouais, dégueulasse. Oui, non, mais dégueulasse. C'est tourné en studio et tout. Il y a un truc vraiment. Ça marche pas. Mais bref. Moi, j'aurais bien aimé. Je pense que l'année prochaine, on va passer le crocodile de la mort. Non, ça tue le crocodile de la mort. C'est un remake plus récent. Ça va pas, ça tue le crocodile de la mort. Ou alors, on va passer les crocodiles de New Image là. Non, pas les classiques. Non, là, faut pas déconner. C'est rigolo les classiques. J'adore. Bref, donc incident de parcours. Non, mais incident de parcours, et puis en plus c'est cool de revoir, c'est pas comme si on le voyait tout le temps, mais John Pankow, qui est un acteur, surtout connu pour avoir tourné dans To Live and Die in LA. C'était lui qui donnait la réplique à William Petersen. J'allais spoiler la fin du film en fait de To Live and Die in LA, mais je vais pas le dire. Tout le monde l'a vu, je pense. Enfin bref. Et puis c'est un beau film de singe capucin aussi, voilà. Et donc The Thing de Carpenter. Petit film pas très connu. Qui va faire son coming out et dire qu'il a pas aimé. C'est un remake de La chose d'un autre monde de Howard Hawks. Qui était un film avec des carottes. Qui en fait c'est tiré du même bouquin. Et c'est, pour le coup, moi, c'est Tête avec Assaut, mon film préféré de Carpenter. Je trouve que c'est un film, il y a tout. Il y a une histoire dingue, il y a plein de make-up, il y a une musique. Effectivement, un grand film de Carpenter, mais qui a aussi un petit peu tué la carrière de Carpenter. Carrément, encore. Sorti la même semaine, même mois que E.T. Tu veux passer derrière le micro? Ça se fait effectivement en même temps quasiment que E.T. les extraterrestres. À l'époque, les gens voulaient voir un extraterrestre gentil, pas un extraterrestre méchant. Donc The Thing, on a. Et en plus, c'était la même période que Hurlement, Loup-garou de Londres, je crois qu'ils sortaient tous bien sûr. Un laps de temps très très Evil Dead aussi. Oui. Il y a eu une espèce une espèce de cheptel de films, mais assez dingue, qui sortait au même moment. Mais ça s'est pris un four, c'est ce que vous dites. The Thing, c'est catastrophe. Et surtout, ça s'est fait démonter par la critique. Le film a été très très mal accueilli. Aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre contesté. La musique de The Thing, je crois, c'est tapé des razzies. Alors c'est juste Morricone, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça a été grave. Aujourd'hui, on en parle comme un classique, mais à l'époque, le film a été super mal accueilli. D'ailleurs, le film sort en restauré en France à la fin de l'année.
classique. Ça, je sais pas. Ah oui, ça sort. Je crois qu'il était classique. Ouais. Ah ouais. Le film sort en tout cas en France en restauré en décembre et du coup on en profite pour montrer sur Paris le film. Et moi, je veux juste citer un truc comme gamin, ce film-là m'impressionnait parce que la jaquette du vidéoclub, c'était la fameuse tête, les deux têtes mélangées et tout. Et je me dis, mais c'est quoi ce film de fou furieux? Pareil, moi j'avais une fascination pour cette jaquette. Je me dis, mais ce film-là était tellement extrême et tout. Finalement, le film n'était pas aussi extrême que ce que j'imaginais, mais ça a été quand même un choc pour autant. Et c'est un film qui me fascinait, gamin, quoi. Vraiment qui me fascinait. Le film a envoyé à l'hôpital Rob Bottin, quand même, enfin, qui a été tellement épuisé à la fin du tournage. Les making-of, d'ailleurs, présents sur les DVD, je pense pareil sur les Blu-ray, ils sont assez éloquents sur la construction du décor, sur toute la fabrication de tout ce film fou un peu, parce que tu dis Rob Bottin, il a donné de lui. Oui, il n'a bu que du soda, il ne s'est nourri que de barres chocolatées, donc au bout d'un moment, forcément, c'est un peu comme l'hôpital. Ma vie tous les jours. C'est ça. Ouais, mais justement, ce qui est très intéressant sur le travail de Rob Bottin, c'est que même actuellement, quand tu regardes ça, ça reste affolant. Carrément. Après autant d'années, putain, ça n'a pas pris une ride. Et dernier film culte, L'Enfant Miroir. Philippe Ridley. Film de Philippe Ridley. Copie restaurée, petite copie qui a circulé en fait Fantasia et Fright Fest. Et je disais, tiens, c'est dingue, il y a une copie restaurée de L'Enfant Miroir qui sort, faut qu'on chope ça, quoi. Et on s'est renseigné, on a appris que le film sortait en DVD en France à la fin de l'année, là, chez Blackout. Mais pas de Blu-ray, du coup, on a contacté Blackout, on s'est mis en relation avec eux, et du coup, on s'est dit, c'est quand même cool de faire. Ça correspond après à la date de sortie du DVD, de faire une projection de la copie restaurée. Ce sera la première fois qu'on la verra en France, peut-être la dernière. Sur Paris, au Grand Rex, pendant le festival, de ce film vraiment dingue qui est L'Enfant Miroir. C'est le meilleur film de Philippe Ridley. Ouais. En sa présence, ce qui n'est pas quelqu'un forcément très... Le meilleur film en sa présence ou le meilleur son meilleur film. Je sais pas si c'est un de ses meilleurs films, parce que j'adore Heartless, mais c'est vraiment un film... Moi j'adore Darkly Noon. Moi Heartless, c'est celui que j'aime le moins. D'accord. D'un côté, il a fait 3 films. Donc oui, non, voilà, c'est pas très dur. 3 films en 20 ans, ouais. Voilà. C'est le Terrence Malick du cinéma fantastique. Il n'est pas très prolifique, mais... Il fait des choses à côté aussi. Oui, voilà, il fait des pièces de théâtre, il écrit des romans. Il fait de la photo. Ouais. Donc c'est vraiment... Il fait à manger. Il vit. C'est un film assez dingue, un des premiers rôles de Viggo Mortensen. Ouais. Qu'il reprendra après pour Darkly Noon. Avec Brendan Fraser. Qui est d'ailleurs le meilleur rôle de Brendan Fraser. Mais on va arrêter sur Darkly Noon, là. Et donc, L'Enfant Miroir, c'est... il te dans le film... une ambiance très particulière. Le gamin m'est resté en tête très longtemps. C'est quoi le pitch ? Le pitch, c'est un gamin qui fait sauter des grenouilles. Aussi. Non, c'est un gamin qui développe petit à petit une manière de voir le monde un peu fantasmé et qui, suite à des histoires qu'on lui raconte sur les vampires, va se mettre à fantasmer sur une nana qui pense être une vampire, il va essayer d'enquêter dessus. Une ambiance très particulière, une photographie très particulière. Le film, c'est un peu comme Paper House, c'est une sorte de cauchemar éveillé. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui adorent Paper House, L'Enfant Miroir, c'est du caviar. Son jumeau de film. Non, le film est fascinant, quoi. En tout cas, la filmo de Philippe Ridley, elle est super cohérente dans les thématiques. Ça parle toujours de personnages qui voient le monde avec un regard extrêmement particulier et qui vont ces espèces de frics et en même temps, Philippe Ridley lui-même, ils ont une vision qui est erronée en fait. C'est-à-dire qu'il reconnaît tout à fait que ces personnages ils font fausse route, quoi. Ils se plantent, quoi, et que du coup, en fait, quelque part, la découverte de la réalité, elle passe par le sacrifice, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que le feu a une importance assez capitale en fait chez Philippe Ridley. Et c'est un cinéaste dont on aimerait voir plus de films, mais en même temps le fait qu'il en ait fait que 3, ça le rend tellement précieux. On est partagé entre l'envie d'en voir plus et en même temps j'aurais pas envie que le mec fasse un film de trop. À son niveau, 3 films, ça, film de trop, c'est... Ouais, c'est quand même... Il y a de la marge. C'est ça, ouais. C'est vrai que du coup ces films restent vraiment en tête, que ce soit les plans... Enfin moi, L'Enfant Miroir, je l'ai pas revu depuis... ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai pas vu. J'ai encore en tête des plans particuliers avec le champ, la maison au loin. Enfin, c'est vraiment... Heartless, quand je l'avais découvert, en tout cas, je parle d'Heartless, mais ça avait vraiment été le film de l'année. Enfin, je l'ai vu à CGS et j'étais sorti, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est ? Je connaissais pas du tout Philippe Ridley à l'époque, j'avais rien vu de lui, quoi. Et je fais, putain, mais c'est dingue ce film. Et pourtant, c'est en 2009, c'est 2009, ça. Ouais, et ça m'avait rendu fou. Ce film m'avait rendu fou, quoi. La musique de David Julian qui faisait les BO pour The Descent, par exemple, ou de. Comment ça s'appelle, Christopher Nolan, par exemple. C'est une super belle musique, voilà, un très très beau film. Voilà, Mais pareil, Darkly Noon, à chaque fois que je vois un film avec Brendan Fraser, je pense automatiquement à Darkly Noon. Voilà. Pas la momie. Non, pas la momie, non. Ah non, surtout pas. Pas les Looney Tunes spatial action. action. Même référence. Et alors,
Et un petit mot sur les courts-métrages. Alors, on ne les voit pas avec Fausto, donc on n'a pas de... Ah non, ça fallait pas le dire. Non, mais c'est parce que c'est Benjamin Leroy qui fait la sélection pour les courts-métrages internationaux, et c'est Erwan Chaffio pour les courts-métrages français, donc on leur fait entièrement confiance, et souvent on découvre les films. Et après, on déchante. Quand on les découvre, c'est une catastrophe. On peut parler du jury. Oui, tout à fait. Parce que le jury, on a notamment dit. Pour la compétition française, il y a un jury. Voilà, c'est ça. C'est le dernier bastion juryesque officiel. En fait, c'est le jury du court-métrage français. Qu'on veut à chaque fois protéiforme, j'allais dire ce mot. Mais c'est ça, mais tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est bien. C'est tubulaire, c'est bien aussi. Non, mais c'est tubulaire. Le vocabulaire, avec des mots à plus de 3 syllabes, mais. À chaque fois on essaie d'avoir peut-être un réalisateur, un acteur, un scénariste, un dessinateur de BD, un musicien, enfin on essaie de changer à chaque fois et tout, et cette année on a un peu tout ça, même si on a quand même beaucoup de réalisateurs finalement en fait, on en a 4 pour un musicien quoi. C'est vrai, on a 3 on va dire 3 confirmés et puis un 4e de fait puisqu'il a réalisé l'adaptation de sa propre bande dessinée, Run. Ouais. Donc Run, dessinateur. Run, dessinateur, écurie Ankama en fait. Il dirige d'ailleurs le label 619, qui est un label très axé culture urbaine, street art, lowbrow art, tout ça, etc. Donc c'est un bouquin d'ailleurs sur le nanar, fait par nos amis de Nanarland. Ouais, c'est le label 619 qui sort ça d'ailleurs. Il y a d'autres labels qui ont un chiffre chez Ankama. Non, mais le label 619 c'est particulier chez Ankama, mais d'accord, ok. C'est un label avec un chiffre. Voilà, mais en tout cas c'est donc lui se chapeaute tout ça et c'est aussi l'auteur en fait d'une bande dessinée qui s'appelle Moutafoukaz, qui sort d'ailleurs son dernier volume, le dernier volume vient de sortir, c'est le 5e, et qui a été adapté, il l'a adapté lui-même au cinéma. Le film est terminé, mais pas totalement, il est encore... Qui est le studio qui fait le film ? Le studio 4 degrés C. Qui fait quoi d'autre ? Qui fait Mind Game. Voilà, il y a des cohérences, on n'est pas... Bien sûr. Et Ankama qui fait le Moutafoukaz fait aussi Dofus, il y a une sorte de cohérence dans la programmation. On a beaucoup réfléchi, mais en fait, on fonctionne surtout au coup de cœur par rapport aux membres du jury qu'on choisit. Tu avais choisi Run bien avant qu'on prenne Dofus, en fait. C'est ça, exact, bien sûr, carrément. Donc, tout comme Joyce Nachawati a été choisi très tôt. Tout à fait, ouais. Avant même qu'on voit son film et qu'on décide de prendre son film. On s'est dit, du coup, est-ce que ça fait peut-être bizarre d'avoir une réalisatrice qui est à la fois dans la compétition, mais aussi dans le... On s'est dit, après, c'est pas la même compétition, c'est pas grave. On kiffe ces gens, on aime leur travail, on aime leur personnalité. En tout cas, parfois, on les connaît pas personnellement, mais on apprécie suffisamment leur travail pour avoir envie de les rencontrer et de leur proposer une. On est rarement déçus, d'ailleurs. Et on est rarement déçus. À chaque fois, ça se passait très, très bien. Donc, la Run, qui avait d'ailleurs récemment collaboré avec Céline Tran sur une bande dessinée qui s'appelait Heartbreaker, qui était dans le jury l'année dernière. Qui était dans le jury l'année dernière. Donc voilà, tout est lié en fait. Et donc, Everything is connected, c'est un peu comme Sense8, c'est ça la série des Wachowski. On a de la grosse resta aussi cette année dans le jury court-métrage. Bah oui, bien sûr, on a cette gecko quoi. Ça je te laisserai parler parce que c'est un peu ta cam. Non, mais l'idée c'est vraiment d'ouvrir le jury à des personnalités diverses et variées. Et moi je suis un gros client de hip-hop, donc je me suis dit tiens pourquoi pas choisir peut-être l'un des rares mecs dans le rap français qui a une vraie personnalité, un univers. Qui est pas là. Le genre, ça se voyait dans ses clips et tout. Qui kiffe le genre, qui a récemment rendu un hommage à Fury Road assez rigolo et voilà quoi. Puis qui est un gros lecteur de maths, consommateur de cinéma fantastique et qui est en plus très sympa. Donc non c'est chouette. Que demande le peuple. Patate de forain, Michto, La Chevalière. C'est quoi c'est les albums. Ok. Bien sûr. Je sais pas du tout. Bistouflex aussi. Je te conseille. D'ailleurs c'est le nom de Georges Clooney je crois dans Union d'enfer. C'est ça. C'est de Gex pour les intimes, voilà. Je te conseille, tu devrais aller voir ces clips ce soir, tu verras, c'est pas mal. Et donc, Joyce, on en a un peu parlé tout à l'heure. Joyce, on en a parlé. Qui est réalisatrice talentueuse et donc qui a son film au festival. Et le dernier, c'est un duo. Fleur et Manu. Voilà, qui sont des réalisateurs de clips, des clips pour des gros groupes. Ah ouais, Tricky, Skrillex. Et tout. Tu as mis la liste, je crois. Ouais, j'ai mis quelques clips, quelques de titres de chansons qu'ils ont illustrées. Ils ont un univers très fort, ils ont des visuels très très forts, c'est assez dingue ce qu'ils font. Giselfelstein aussi, donc voilà. Moi je les connaissais pas du tout, c'est un choix d'Erwan en fait, qui les suit depuis très longtemps et effectivement quand j'ai vu la liste de ce qu'ils avaient fait et j'ai vu les clips, j'ai fait bon, c'est du lourd quoi. Donc non, je pense que ça va bien fonctionner entre tous. L'année dernière, ça avait super bien matché entre Bastien Vives, Rob, Koukéo et Céline Tran et Antoine Blossier, qui était le réalisateur
confirmé entre guillemets du groupe. Ouais. Et voilà, je pense que cette année ça va être aussi chouette. Il y aura de bons débats. Et puis la sélection, enfin en tout cas de ce que j'en ai vu, française a l'air démente. Et puis pareil chez Benjamin International pour me taper toute la création des fiches sur le site web, les courts-métrages ont l'air vraiment terribles. En même temps, Benjamin, on peut lui faire confiance, je pense. Oui, c'est vrai, il a bon goût. Trouver des... Non, mais c'est important, le comptage français, c'est qu'on arrive on a reçu, je crois, plus de 50 courts-métrages pour la sélection. Et la run, chaque année, c'est un casse-tête parce cette année, en plus, je crois que cette année, il m'a dit que c'était vraiment un crève-cœur parce qu'il y avait tellement de bons trucs. Il a dû faire des choix. C'est ça le truc, c'est que la séance fait 2 heures. 1h40 avec les blabla, voilà, 2 heures. Il faut choisir, tu peux pas tout mettre. Et donc, c'était un crève-cœur. Mais il choisit bien. Et il essaie de varier un peu le style de ce qui va être montré dans la séance. Et donc, voilà. On a fait le tour, là, je crois. Heureusement qu'on n'est pas à CJS avec 580 films, sinon putain, c'est clair. ça durait 5 heures. Des parties. On rappelle quand même que donc, le PIF 5e édition, c'est du 17 au 22 novembre. Où ça ? Au Grand Rex. C'est ça la nouveauté. Faut pas se planter. Si vous allez au Gaumont Opéra Capucine, il n'y a rien. Mais on a vous pouvez avoir d'autres films. Il est au Grand Rex. Qu'est-ce qui se passe le mardi 17 ? Ah oui, putain, c'est vrai. Il y a de la musique. On fait la soirée d'ouverture avec Scream Girl. Et après, on va tous au Rex Club pour se défoncer les oreilles avec du gros son. J'ai peur pour se défoncer dans les backrooms. Non, on a la chance d'avoir déjà, je parlais du plus connu Perturbator, qui est un artiste électro du mouvement synthwave qu'on apprécie beaucoup, qui s'est fait vraiment connaître, qui a explosé avec un morceau qu'il avait mis dans le jeu Hotline Miami Disco, pour ceux qui connaissent le jeu et le morceau. Et depuis, il a explosé. C'est un peu le bras droit frérot, je sais pas comment on peut dire, de Carpenter Brut, qui avait du coup été la musique de l'année dernière pour l'édition 2014 du festival. Et voilà, donc Perturbator qui va donc faire un DJ7 au S Club pour les 5 ans du festival, dans cette grosse fête qu'on attend impatiemment, et qui sera du coup secondée par les Double Dragons. Alors Double Dragons, c'est un peu les enfants du PIF, ils existaient bien avant nous, mais en tout cas le PIF leur doit beaucoup. C'est que les 3 premières éditions, les bandes annonces qu'il y avait avant chaque séance, c'est une musique de Double Dragon, qui est un groupe montpelliérain d'électro qui, juste à mon avis, cartonne à donf, et c'est juste un dommage que ce soit pas encore très connu, parce que c'est pour moi des groupes d'électro français les plus intéressants actuellement. Donc là, ils sortent leur premier album pile poil pour la soirée du 17 novembre, et il va être disponible, d'ailleurs, il sera vendu le soir de la soirée au Rex Club, et j'espère qu'ils vont atteindre un plus grand nombre, parce que franchement leur son il est dément. Moi je me souviens qu'à l'époque j'ai failli avoir plein d'accidents de bagnole quand je conduisais avec leur musique, parce que j'avais tendance à me rendre fou, à accélérer comme un dingue, quoi. Non, j'ai écouté leur morceau au volant de ta Clio, c'est ça? Non, j'ai écouté leur son à donf. Voiture sans permis. C'est un plaisir de pouvoir les avoir en 17 le soir avec Perturbator, et ça va vraiment être dément cette soirée au Rex Club, dans un lieu mythique de la scène d'électro française. C'est clair. Voilà, soirée ouverte au public, il faut payer, mais et gratos si vous avez acheté le pass festival, 99 €, qui vous permet de voir tous les films du festival, d'assister à la nuit Jap Animation et de rentrer gratos, tranquille, à la soirée du 17. Voilà. Et une file d'attente spéciale plus rapide. Une file d'attente spéciale, voilà. En revanche, les consommations à l'intérieur du Rex Club, elles sont à vos frais, donc ne pensez pas que vous allez pouvoir, avec 99 €, pouvoir vous bourrer la gueule gratos le premier soir. Non. Payer, moi, je crois qu'on a fait le tour bien comme il fallait. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous Grand Rex. Oui. À bientôt.